Bonjour et bienvenue dans le Talk JV, le premier Talk JV. Et vous êtes sur la chaîne d'Epitech. Et voilà, c'est une première avec voilà, les petits aléas du direct. C'est comme ça, on aurait aimé commencer à l'heure, mais c'est vraiment un test cette première émission. Je ne vais pas la faire tout seul. J'ai avec moi des spécialistes pour parler de jeux vidéo pendant ces 2 heures qui vont se dérouler à partir de maintenant, parce qu'on a commencé avec du retard. Mais on va prendre le temps de parler de jeux vidéo. Et puis je vais commencer peut-être par Cyril Anaya Oui, d'XP School. Bienvenue oui, Cyril. bonjour. Tu Bonjour représentes Fred. donc Oui, XP, c'est ça? je représente XP, effectivement, XP School Lyon, principalement, qui est, on peut rapidement dire, effectivement, qui est une école qui forme au métier du jeu vidéo et le métier au sens large, puisqu'on parle de la tech jusqu'à la communication, le marketing, l'événementiel, donc vraiment, voilà. Très bien. Donc, on a hâte de t'écouter, en tout cas Oui, sur tous ces sujets. En face de toi, on a Fawzi Bouguida. Toi, tu représentes IARTSUP Lyon. Ça, c'est un petit peu différent d'XP en termes Oui, d'école. je suis intervenant à IARTSUP Lyon épisodiquement depuis 2013 et je suis très content de représenter l'école et d'être ici avec vous pour Ouais, toi, ton parler truc, jeux vidéo. voilà, toi, c'est vraiment le graphisme, c'est ça ta spécialité? Mm, Pas Ouais, forcément. enfin, Level design. ouais, j'aborde au sens large le jeu vidéo. Très bien. Et puis en face de toi, on a Mathieu Champelly, Bonjour, directeur d'Epitech Lyon. Lyon. C'est ça. Merci de m'avoir invité. Et donc Epitech à Lyon, nous on est une école en 5 ans qui produit des experts en informatique. Et ce qui nous démarque vraiment, c'est qu'on a une pédagogie par projet. Donc nos étudiants, ils apprennent en réalisant concrètement. Ça fait presque 200 projets sur 5 ans qui sont réalisés. Et on a une bonne culture jeux vidéo, informatique jeux vidéo. Et on est souvent en interaction avec IARTSUP et Ah. XP, justement dans ce contexte-là. Et avec donc des professionnels qui travaillent dans le jeu vidéo. Et je crois qu'on en a un qui va un petit peu te seconder, qui est là Ouais. pour nous aider. Tu peux le présenter? Adrien Zambo, alors je ne sais plus de quelle promotion il est, mais bon, il a quelques années derrière lui et qui aujourd'hui est gameplay programmeur chez Ubisoft. Et c'est une fierté de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc c'est un étudiant des premières générations d'Epitech Lyon qu'on avait créé en 2007 et qui a su aller dans l'industrie du jeu vidéo très tôt. Et je pense qu'aujourd'hui il va nous apporter une belle dynamique. Je sais pas, je crois qu'il est avec nous, il est connecté. Est-ce que la technique fonctionne? Est-ce que Oui, salut. Ah, est-ce qu'on m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? Non, toujours pas? il y a deux raisons principales. Tout simplement parce que il n'y a plus de salon, vu la crise sanitaire, il n'y a plus de salon de jeux vidéo déjà, et puis plus de salon d'étudiants, ce qui nous empêche au final de voir nos futurs étudiants. Donc on s'est dit qu'une mission de Talk JV, ça nous permettrait de se rapprocher d'eux, de leur parler de jeux vidéo, de montrer qu'il y a des écoles aussi qui parlent de jeux vidéo, qui parlent de leur univers. Ça, c'est le premier oui, point. plutôt que en fait finalement que de faire de la promotion, finalement parler de jeux vidéo Voilà. qui est notre passion commune, ça permet aussi de parler des métiers en fait. Tout à fait. On n'a pas besoin de parler de nos formations, de le vendre comme ça. On a juste besoin de parler des gens qui sont dedans, des étudiants qui sont là et des métiers auxquels on forme. Ça me paraît évident de parler du fond plutôt que de la forme. D'accord. Et la deuxième raison, elle est assez simple, c'est aussi pédagogique, puisque derrière la régie, on ne le voit pas forcément, mais il y a une ribambelle d'étudiants qui C'est ça. travaillent, que ce soit chez XP ou chez IARTSUP. Et puis, bien sûr, on est dans les locaux d'un grand campus qui permet de tout le monde de s'impliquer. Voilà, et donc effectivement, déjà je les remercie, ces étudiants qui sont juste devant moi là au travail, parce que ça fait, voilà, il y a beaucoup de transpiration et de travail cette semaine pour essayer d'arriver à créer ce programme. D'ailleurs, je propose qu'on ne perde pas de temps, on va commencer tout de suite avec un petit magnéto sur l'actualité, voilà, les différents thèmes d'actu qu'on a repérés. C'est un sujet de Louis. Nous sommes en direct? Ok, petit problème technique apparemment. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On parle quand même de l'actu, les garçons? On peut parler de l'actu, on rebalancerait On va faire ça. Effectivement, il y avait cette idée de commencer avec les chiffres du marché du jeu vidéo, puisque année record, on pourrait dire, l'année 2020, le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, a communiqué il y a peu les chiffres du marché français. Plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est la première fois que le marché dépasse les 5 milliards. Une progression de 11%, quand on est un petit peu dans l'économie, c'est quand même assez énorme.
comment vous expliquez est-ce que c'est l'effet confinement qui fait, d'après vous, ces résultats? Il y a deux raisons, effectivement, comme tu l'as dit. Il y a d'abord, effectivement, l'effet confinement, puisque les ventes, notamment des consoles, je pense à la Switch, a dépassé de plus de 141% l'année dernière, ce qui était assez énorme. Oui, pour une console qui n'est pas sortie cette année, hein. Une console qui est sortie il y a quand même plusieurs années. Et puis le deuxième effet, évidemment, c'est l'arrivée des next-gen, puisqu'on sait de sources sûres, à chaque fois qu'il y a une nouvelle console qui sort, il y a un rebond, évidemment, de la croissance du jeu vidéo mondial. Donc il y a ces deux effets. Mais en plus, si on regarde l'étude, je pense que ce n'est pas que le hardware, hein, ce ne sont pas que les consoles qui font le marché. Les jeux vidéo sont aussi très bien vendus cette année. Ça, il faudrait effectivement regarder un petit peu. Fauzi? Oui, je pense que de toute façon, il y a aussi un mouvement au sein des populations. On a eu aussi des populations, une population qui a changé par rapport à la consommation de jeux vidéo. L'âge moyen du joueur maintenant est beaucoup plus élevé que ne serait-ce qu'il y a 10, 15, 20 ans. Puis la population mère n'est plus seulement le garçon adolescent, etc. Maintenant, il y a aussi énormément de mères de famille qui jouent aux jeux vidéo dans les transports en commun, etc. Le jeu aujourd'hui sur mobile, hein, on le voit, hein, le mobile a pris une part importante dans le marché du jeu vidéo. Il y a également finalement un nouveau presque modèle économique avec le mobile qui s'est mis en place depuis, on va dire 5 ans, j'ai l'impression que ça progresse énormément. Ça fait depuis 6 ans, en fait, que ça progresse en France et dans le monde, je crois que c'est démarré en 2013 à 3 milliards et ça continue encore à monter jusqu'à 5 milliards. L'accessibilité, par exemple, le fait d'avoir eu des jeux aussi gratuits, l'essor du free-to-play, le fait d'avoir justement des nouveaux modèles économiques justement pour jouer à des jeux vidéo qui sont extrêmement poussés, hein. Il suffit de regarder ce que fait Supercell, ce que fait King chaque année. C'est des jeux extrêmement riches, avec une vraie profondeur de jeu. Si on pense aux dernières productions de Supercell, par exemple, c'est des jeux qui sont extrêmement riches, qui vont demander aussi des compétences aux joueurs, et puis en plus qui vont rassembler un public extrêmement large. C'est vrai qu'en fait, les jeux qui avaient énormément de succès il y a 10 ans en arrière sur les smartphones, c'était Angry Birds, c'était des trucs extrêmement simples. Et aujourd'hui, on a vraiment effectivement des jeux qui viennent concurrencer pratiquement les jeux qu'on trouve sur console, c'est vrai. Quand on regarde le classement des ventes de jeux, FIFA, Call of Duty, GTA V, encore, hein, pour un jeu sorti en 2013, Mario Kart, voilà, on a vraiment... Est-ce que c'est normal que chaque année on retrouve ces jeux? Finalement, il n'y a que Animal Crossing qui a créé un petit peu la surprise, mais même Animal Crossing, c'est une licence qui existe depuis pas mal d'années, donc on retrouve, c'est normal, c'est ces produits d'appel, on a ces jeux... A priori, oui, puisqu'en fait, ils sont devenus des icônes culturelles, ils sont devenus en fait des marques puissantes, des IP qui sont dans la tête des gens. Il y a un vrai plaisir, exactement, il y a un vrai plaisir aussi pour les joueurs. Souvent, des jeux comme FIFA sont dénigrés, etc. Mais le foot, jusqu'à présent, c'est un sport extrêmement populaire de par le monde. La Coupe du Monde de football, c'est l'un des moments les plus suivis. Et FIFA rebondit là-dessus. Et puis en plus, joue avec un élément qui est extrêmement basique, c'est que chaque année, vous avez des mouvements au sein des équipes. C'est aussi ce qui fait le succès de jeux comme NBA 2K. Depuis des années, chaque année vous avez des mouvements, donc chaque année vous avez envie d'avoir des compétences qui sont réglées, des ajustements en termes de gameplay sur les potentiels de chaque joueur, et aussi le plaisir de manipuler son équipe préférée, et puis avec l'aspect aussi e-sport qui s'est développé ces dernières années. Bien sûr. Et puis il y a un phénomène, je ne sais pas si tu as des enfants, Mathieu, mais aujourd'hui, finalement, les adultes qui, enfants, jouaient à Mario, finalement, le font découvrir aussi à leurs enfants aujourd'hui. Il y a ce phénomène-là. Bon, les années 90, dans les foyers, il y avait quoi? Il y avait un PC qui était un peu caché, on ne savait pas trop utiliser. Dans les familles qui avaient décidé de le faire, il y avait une console, mais il y avait une console. Là, on a démultiplié les plateformes, donc du coup, il y a les années 2000, on a vu l'ordinateur portable qui a commencé à supplanter l'ordinateur fixe. Les consoles de jeux vidéo sont devenues plus accessibles et aujourd'hui on arrive avec des téléphones mobiles qui ont une puissance dingue, qui donnent accès à tout ça. Et il y a ce phénomène de retour générationnel. Il y a les parents aujourd'hui qui éduquent leurs enfants à ces marques, ces gameplays et même ces jeux qui sont réédités de manière strictement identique. Et on les retrouve
et ça nourrit largement ce marché-là. D'ailleurs, effectivement, on voit que en plus les possesseurs effectivement d'aujourd'hui de consoles ultra puissantes achètent finalement aussi la Switch, ce qui explique que quand on regarde le classement, c'est assez incroyable. En valeur, Nintendo, je crois, est à la tête en termes de volume et en termes de chiffre d'affaires en fait. Je crois qu'ils gagnent plus de 2 fois ce que gagne le deuxième qui dans le classement était Electronic Arts. C'est colossal. Enfin, finalement, cette course à la puissance, est-elle bien nécessaire? C'est la question qu'on se pose en fait. L'avantage, c'est qu'effectivement, Nintendo a très bien compris le marché, a très bien compris ce qu'avaient besoin les joueurs et le public, le grand public en général. Ils l'ont montré avec la Wii. Ce qui est évident qu'avec la Switch, ils ont fait un carton plein, parce qu'ils ont totalement compris le concept du portable, dont ils étaient les maîtres console portable, et du coup de la console de salon. Et effectivement, alors qu'on a 2 marques qui se battent pour la course à la puissance, aujourd'hui on a Nintendo qui a totalement compris les codes et qui continue en tout cas dans sa course à la fois pour séduire les joueurs, très gros joueurs, et aussi le grand public avec certains jeux effectivement qui sont très grand public comme Animal Crossing. Et son succès en est la preuve. Je me retourne 2 secondes vers la régie. Est-ce qu'il est possible de regarder le Magneto News ou c'est compliqué? Allez, on va tenter de regarder ces news et puis on enchaîne juste derrière sur le reste. Et on commence les news de ce premier talk JV avec l'étude publiée il y a quelques jours par le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs qui nous apprend qu'en 2020, le marché du jeu vidéo en France a dépassé pour la première fois les 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une performance certainement boostée par l'effet du confinement qui a permis au secteur d'afficher une progression de plus de 11% par rapport à l'année 2019. Dans le top 20 des jeux vidéo les plus vendus, on retrouve sans grande surprise des grands classiques comme FIFA, Call of Duty, GTA ou encore Mario Kart, mais cette année, ce sont nos amis Marie et Tom Nook qui se sont invités à la 2e place du classement avec plus d'1 million de Français qui sont partis se détendre sur l'île colorée d'Animal Crossing New Horizons. Concernant le profil des joueurs, cette étude nous apprend que 52% des Français jouent régulièrement aux jeux vidéo, que l'âge moyen des joueurs réguliers est de 39 ans et que les étudiants sont la classe socio-professionnelle la moins représentée. Ah ouais? J'aurais pas deviné. On enchaîne avec la 2e édition des Pégases, l'événement qui récompensera dans quelques jours les acteurs et actrices de l'industrie du jeu vidéo français. Parmi les favoris, on retrouve Tell Me Why du studio Dontnod, nommé dans 5 catégories. There Is No Game, Wrong Dimension du studio lyonnais Dromio Pixel avec 4 nominations. Et enfin 3 nominations pour l'impressionnant Flight Simulator d'Asobo Studio. Asobo Studio qui avait d'ailleurs remporté l'année dernière pas moins de 7 récompenses avec leur jeu Plague Tale Innocence. Parmi les 18 récompenses distribuées durant cette soirée, il ne faudra pas manquer le prix qui sera décerné au meilleur jeu étudiant. Cette année, il se jouera entre Soul Weaver de New Edge, Symphonia de Isar Digital et Fall de Rubica. Lors de cette cérémonie, nous aurons aussi le plaisir de découvrir qui succédera à Jeanne Rousseau en tant que personnalité de l'année. Et tout ça, c'est à suivre mercredi 17 mars à 20h30 sur le stream et la chaîne ES1. On termine ces news avec les événements caritatifs du gaming qui se sont enchaînés ces derniers jours. Par exemple, le Speedon, marathon de speedrun organisé par Xavier Dang, aka Mister MV, qui a récolté en 52 heures de stream plus de 600 000 € pour Médecins du Monde. Lundi, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'association Women in Games a récolté plus de 3 000 € en enchaînant les débats et les tables rondes sur une journée de 7 heures de stream au profit de l'association Philaction. On les félicite. Et enfin, un énorme big up à Vincent, Benjamin et toute leur équipe d'étudiants XP School Lyon qui, avec Salt, leur émission de cuisine, ont engrangé plus de 2 000 € au cours d'un live de 10 heures au profit de la fondation de l'Armée du Salut. En vrai, pour nous, c'était une super première. Merci Louis Ibar pour ces news bien positives et je pense qu'on peut quand même applaudir donc l'équipe Salt pour cet événement caritatif. On va faire des vrais applaudissements dans les micros. Ouais, le caritatif, en tout cas, vous avez essayé d'en faire avec cet événement et très grande fierté, vraiment des étudiants d'XP Lyon qui d'eux-mêmes, c'était même pas un devoir ou quoi que ce soit, c'est d'eux-mêmes. Ils sont rapprochés de l'armée du Salut. Ils ont produit entièrement de A à Z l'émission et évidemment ils ont réussi du coup à soulever 2000 €, enfin 2160 €, ce qui est une grande fierté vraiment.
pour le phénomène caritatif, c'est aussi une chose qui arrive là cette année, notamment l'effet Z-Event, hein, évidemment. Bien sûr. Et on travaille, nous, de plus en plus sur des émissions caritatives parce que c'est à la fois, bien sûr, il y a une notion de on a tous du cœur et on est bénévole et on a envie de donner, et aussi à la fois de pouvoir aider les étudiants à monter en compétences sur une belle cause. Et on est en train de travailler justement sur des projets qui vont arriver d'ici quelques mois, sans en dire trop. Ouais, en tout cas, on sent qu'aujourd'hui, finalement, faire du gaming pour faire du caritatif, c'est une véritable possibilité, ça fonctionne. Oui, bon, on l'a vu avec le Z-Event, effectivement, et il a encore le speed don, il y a eu encore cette 600 semaine 000, plus de 600 000 euros, donc ce qui prouve que ça fonctionne. Et autant on avait le Téléthon pendant des années à la télévision, cette année avec le Twitch, on a le Z-Event, on a le speed don et encore d'autres. Et l'avantage, c'est que c'est pas juste un rendez-vous, c'est plusieurs rendez-vous dans l'année, ce qui veut dire que finalement toutes les associations et ONG peuvent en profiter. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle et une bonne chose. Bon. Très bien. On revient peut-être un tout petit peu sur les chiffres du CEL, puisqu'on a vu finalement, donc il y avait ces ventes, mais il y avait aussi le profil des Français qui donc continue finalement de se situer au niveau de la moyenne d'âge, au niveau de 39-40 ans. Oui. Voilà, ça c'est le profil du joueur actuel, à peu près autant d'hommes que femmes. Après, même si je pense qu'elles ne jouent pas forcément au même jeu que les garçons, ça, on n'a pas forcément d'études précisément sur à quoi jouent les hommes et les femmes. On n'a pas forcément d'études, effectivement. Et puis de la même façon, le fait d'arriver à cette situation d'avoir justement des personnes qui ont eux-mêmes des enfants, vu que cette moyenne d'âge maintenant c'est 39-40 ans, ça signifie que pour eux, par rapport à nos générations, pour eux, l'idée de voir leurs enfants jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas le côté tu perds ton temps, etc., qu'on a pu connaître nous quand on était tout petit. Et puis de la même façon, on a aussi maintenant des personnes qui approchent la soixantaine, qui jouent encore. Il y a des personnes qui jouent justement de plus en plus, qui ont profité de la situation du confinement sanitaire. pour s'y mettre. Exactement, pour s'y mettre. Et puis ça permet de garder du lien. Pour faire un rebond avec ce qui était dit juste avant, les communautés, elles sont sur Twitch, elles sont sur d'autres réseaux. Donc toucher les gens justement, c'est pour ce qui est des dons, en fait, c'est pas si étonnant, puisque au final, on utilise les médias qui sont ceux utilisés par la communauté du gaming. C'est vrai, c'est vrai. Et ça me fait penser qu'il y avait quand même une stat qui a fait réagir Louis, c'est cette stat, je ne sais pas si on peut la voir, au niveau des catégories socio... professionnels, non, c'est pas socio-professionnel. C'est les études, c'est la tranche d'âge. Ouais, au niveau des tranches d'âge, où on voit que finalement, aujourd'hui, les retraités représentent 19% des joueurs, et les étudiants seulement 10%. Donc on a presque l'impression comme ça qu'il y a moins d'étudiants qui jouent aux jeux vidéo qu'au... Alors après, les chiffres, on les fait un peu dire ce qu'on veut, mais c'est quand même assez étrange ce chiffre. Après, c'est effectivement les supports. Je pense qu'effectivement, quand on parle de retraités, 19% des retraités, effectivement, il s'agit de gens qui jouent à des jeux vidéo, mais qui sont, par exemple, des jeux de cartes ou l'adaptation du solitaire ou des choses comme ça. Et puis, il y a aussi des joueurs seniors qui jouent à des jeux un peu plus poussés. On sait, par exemple, qu'il y a que le jeu indie, parce qu'on n'a pas parlé du jeu indie, mais au-delà des locomotives dont on parlait tout à l'heure, hein, les FIFA et autres Call of, on a aussi beaucoup de joueurs de jeux indie. Le mouvement du jeu indie depuis 2012 n'a fait que s'amplifier. On a des sujets lourds, je pense notamment à... Alors forcément je vais rater, je vais manger le nom, mais Bury Me My Love de The Pixel Hunt, écrit par Pierre Corbinet, qui était un jeu narratif qui suivait le parcours d'une migrante, en fait une sorte de lifeline où on suivait le parcours d'une migrante syrienne. Donc il y a aussi des sujets forts, des sujets politiques, et on touche... Le jeu vidéo devient un véritable média, et on peut s'en emparer pour raconter exactement, ou Paper Please par exemple, qui nous mettait dans la situation d'un pays de l'Est imaginaire, où le joueur se pose lui-même énormément de questions. Il y a un travail de narrative design énorme, et où on se pose énormément de questions par rapport aux questions de liberté, par rapport aux questions de mouvement des populations, par rapport aux questions de frontières. Je vous propose d'enchaîner sur l'autre info dont on a parlé, c'est justement la cérémonie des Pégases qui aura lieu dans quelques jours, mercredi prochain.
et qui va donc célébrer la création française de jeux vidéo. C'est important d'avoir un événement comme ça qui, finalement, un peu comme les Césars, récompense l'industrie. Oui, ça manquait. Ça manquait vraiment d'avoir une vraie cérémonie de jeux vidéo. On a pendant des années essayé de faire des cérémonies, surtout en France. Aux États-Unis, ils ont les Game Awards. Nous, effectivement, cette année, on a les Pégases. Il y avait une autre cérémonie qui aujourd'hui, je crois, n'existe plus. Mais là, on sent qu'il y a cette envie de faire quelque chose de. En tout cas, l'année dernière. Alors cette année, ce sera différent à cause de la situation sanitaire. Mais ils avaient loué un théâtre. Il y avait ce côté. On va faire une belle cérémonie dans une belle salle, un beau théâtre, justement pour essayer d'aller titiller un petit peu les Césars et de montrer que finalement le jeu vidéo est aussi respectable que le cinéma. Et je crois que tu étais présentateur d'ailleurs de la première Oui. édition. J'avais eu la chance de remettre un trophée, on va en parler. D'ailleurs, j'avais remis le trophée de la personnalité de l'année à Jeanne Rousseau. Oui. D'après vous, cette année, quelle est la personnalité française du jeu vidéo qui pourrait recevoir ce prix de la personnalité de l'année? Il y a tellement de développeurs qui mériteraient de recevoir ce prix, et je pense que du coup on a beaucoup de cérémonies avant que tout le monde y passe, mais je crois qu'on en avait discuté, et tu as raison sur le fait que Eric Chahi mériterait largement d'avoir ce prix, déjà parce qu'il a effectivement sorti un jeu, mais aussi pour toute sa carrière, tout ce qu'il a, au bien qu'il a fait aux jeux vidéo, que ce soit en France mais aussi dans le monde. Personnellement, c'est un petit coup de cœur, ça serait bien qu'il ait un prix, mais effectivement, il a commencé sur Amiga. Exactement. La reconnaissance, effectivement, du pass du garage game, justement, des années 80 jusqu'à maintenant, la continuité et puis la volonté de pousser toujours plus loin, justement, les réflexions des joueurs, le game design, et puis apporter de la nouveauté, du renouveau constamment, c'est ça. Et puis déjà, peut-être Mathieu, le jeu, donc son premier jeu, sur Amiga, il avait quoi comme la puissance, parce qu'il était ce qu'il avait réussi à faire finalement. Donc là je suis challengé, ouais. Les Amiga des années 80, c'était à l'époque où on avait 64 kilooctets de RAM, et le monde entier pensait que ça suffirait pour l'infini. Je crois que ça a changé un peu. Maintenant, il y a plus de RAM dans la manette. Et les puissances de calcul, c'était les power de l'époque. On peut même plus comparer dans les échelles aujourd'hui. On ne sait même pas dire qu'est-ce qui représente cette puissance-là, parce que même une imprimante est beaucoup plus puissante aujourd'hui que effectivement ces ordinateurs qu'on avait à l'époque. Donc ces personnes-là, elles sont extrêmement emblématiques parce qu'en fait elles ont vécu une succession de ruptures, parce qu'on peut même plus comparer ce qui s'est passé sur les évolutions technologiques. Ça, c'est plus que passionnant. Et donc, ce que je voulais relever aussi, c'est que finalement, Pixel Riff, donc le studio d'Eric Chahi, se trouve situé sur Montpellier, si je ne dis pas de bêtises. On a dans les nommés également les Bordelais d'Azobo Studio avec Flight Sim. On a les Parisiens de Dontnod, avec Tell Me Why, qui ont effectivement beaucoup de nominations. Les Lyonnais de Dromio Pixel, qui avaient fait cet excellent There Is No Game Wrong Dimension. On sent finalement que le jeu vidéo, c'est vraiment la décentralisation. On peut faire du jeu vidéo partout en France et faire des jeux finalement qui cartonnent aujourd'hui à l'international. Oui, et puis je pense que justement le fait d'avoir aussi une évolution des supports, le fait d'avoir eu des plateformes comme Steam qui permettent, et puis le développement aussi des jeux sur smartphone, tablette qui permettaient aussi de toucher une population sur iOS et sur Android, qui permettait de toucher des publics internationaux. D'ailleurs, on a aussi rencontré, il y a des studios qui sont montés, qui ont touché des publics qui était ultra étonnant. Je me rappelle d'une anecdote où deux anciens d'une boîte avaient commencé un de leurs jeux, et au bout de quelques mois, en fait, ils s'étaient rendus compte que 40% de leur chiffre d'affaires, des gens qui venaient et qui dépensaient de l'argent, en fait, étaient issus du Brésil et de la Turquie. Et c'était marrant parce qu'en fait, ils n'avaient jamais fait une seule communication, ni au Brésil, ni en Turquie. Et pourtant, des communautés de fans s'étaient créées autour, et c'est ce qui leur a permis ensuite de créer leur propre studio à Tourcoing. Ouais, voilà. Et ça me fait penser, je reviens à cette cérémonie, et également un prix qui est remis aux étudiants. Ça avait été le cas l'année dernière, c'est encore le cas cette année. Je suppose que là aussi, finalement, c'est un beau coup de projecteurs. Il me semble pas qu'il y ait il y a les courts-métrages qui sont récompensés au César, mais vraiment cette idée de mettre en lumière les étudiants et leurs propositions. Aux Oscars, aux Oscars ou au César, il y a ce qu'on appelle les jeunes talents, c'est-à-dire que les premières découvertes, c'est un peu la même chose avec les étudiants. On a des fois des belles œuvres, et
base c'est un jeu étudiant. Donc d'ailleurs le prototype est disponible sur Steam pour ceux qui veulent l'essayer. Vous verrez que c'est très étonnant et à partir de effectivement un prototype étudiant, on peut parfois en faire un jeu qui est commercialisable et qui peuvent du coup faire monter une société et peut-être faire monter des jeunes talents. Donc oui, il faut, je pense, continuer à aller dans cette optique de mettre en avant des jeux étudiants. Oui, finalement, avec le succès de la Switch, qui est beaucoup moins puissante que les concurrents d'Xbox et PlayStation, de Microsoft, on sent qu'aujourd'hui, finalement, les indés qui ont peut-être un peu moins de puissance ont quand même, peuvent aussi sortir des jeux finalement sur ces machines. On n'a pas forcément besoin de puissance aujourd'hui pour faire un jeu qui fonctionne. Il faut que je rebondisse à ta question. Moi, la question que je me pose, et j'ai toujours pas de réponse, hein, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de, avec Nintendo et ses concurrents qui sont sur des ambitions qui sont différentes, est-ce qu'on n'est pas en train de créer des modèles qui vont en fait diverger? Est-ce qu'on va pas se retrouver demain sur une nouvelle dénomination des consoles de puissance et des consoles de autre chose? Ça, c'est intéressant. Moi, de mon point de vue, en fait, on parle de cinéma, on parle de jeux vidéo. Mais en fait, le cinéma, la réalité du cinéma, c'est aussi bien un film qui va être réalisé au Mali avec un budget économique extrêmement faible et qui va être mis sur le même plan d'égalité que le dernier film Marvel issu d'un énorme studio. En fait, quand on parle de jeux vidéo, c'est exactement pareil. Il peut y avoir des jeux vidéo qui sont réalisés par une personne ou deux personnes. Je pense à Jonathan Blow quand il avait fait Braid notamment, ou à tout un tas d'auteurs de la scène indie qui reprenaient justement ce feeling un petit peu à nos grands anciens comme Shai, comme Reynal, etc. Et on parle du coup de réalités économiques qui ont rien à voir. Le budget d'un Red Dead Redemption 2, on va jamais le comparer au moindre jeu indie, et pourtant le plaisir qu'on va éprouver à jouer à un jeu indie ou à un jeu Switch comme Céleste par exemple, il est encore différent. Et de la même façon, le plaisir qu'on va avoir pour un film indépendant, il sera encore différent du plaisir qu'on aura sur un blockbuster américain à plusieurs centaines de millions de dollars. Mais du coup, en fait, souvent, on utilise des termes, on utilise un terme englobant, alors qu'il y a des milliers de réalités à l'intérieur de ce terme englobant. Et on a, par facilité, on parle de cinéma, on parle de jeux vidéo, mais en fait, il y a des cinémas, il y a des jeux vidéo. Et effectivement, et pourtant, le plaisir, il dépend pas du budget, il dépend de tout un tas de choses. Et puis de la même façon, on peut consommer un jeu sur smartphone et éprouver du plaisir, et puis passer des heures après sur The Witcher 3 ou sur Red Dead. Et pour aller plus loin, là, il y a des initiatives comme celle qu'on avait suivie à Saint-Etienne qui s'appelait Game Bruno, où on a carrément créé encore quelque chose de complémentaire, parce qu'on proposait aux joueurs de fabriquer sa console, de développer son jeu, et à la fin de jouer à son propre jeu. Et l'effet de communauté qu'il y a eu derrière a été complètement immaîtrisable, avec un nombre de jeux qui ont été écrits, réécrits, des grands jeux traditionnels qu'on a vu réapparaître, sur quelque chose qui ressemblait un peu à une Game Gear en noir et blanc en définitive, avec un coût et donc un accès très facile, un coût très faible. Et donc là, c'est assez complémentaire aux remarques que tu faisais, parce qu'on se retrouve avec ces modèles-là qu'on va englober dans le jeu vidéo évidemment, et pourtant on comprend bien que fabriquer sa console de jeu vidéo, c'est quand même un peu différent. Clairement, l'Unreal, c'est des moteurs qui c'était inenvisageable avant. Pour pouvoir commencer à bidouiller des moteurs, fallait-il faire du mode pour créer ses propres niveaux. D'ailleurs, c'est ce qui a donné aussi les MOBA, ce qui a donné aussi ce type de jeu. Voilà, c'est une première, donc j'espère que vous nous pardonnerez pour ces petits soucis techniques. On essaye de faire notre mieux. Je vous propose d'enchaîner sur la 4e actualité dont nous n'avons pas parlé dans ce Magneto News. Il y a un petit peu et on essaye de faire des choses un petit peu innovantes, un petit peu intéressantes. Il s'agit d'une compétition, le Red Bull Clutch Challenge. Oui. On va en parler dans une seconde, mais on va peut-être regarder la bande-annonce, si ça fonctionne. Allez, on croise les doigts, la bande-annonce. Clutch. Let's go.
Apply now at redbullcampusclutch.com. Le Red Bull Campus Club Challenge qui donc débute aujourd'hui. Oui. Et la grande nouvelle, c'est que la finale aura lieu ici même. C'est la finale régionale, hein, Finale effectivement, régionale. qui aura lieu. La finale nationale aura lieu du coup à l'AGA. Ils ont Gamers Assembly, ils l'ont annoncé il y a quelques jours. Et la finale mondiale à Madrid. Donc ça sera une finale du coup mondiale. D'accord, mais donc vous allez recevoir les joueurs ici, comment ça va se passer? Tout à fait. Alors l'objectif, effectivement, c'est d'avoir des candidats et des gagnants, donc une finale de toute la région sud-est. Hein. Sud-est, ça va de Besançon jusqu'à Nice. Hein. L'objectif, c'est d'accueillir à Appleton, donc c'est dans nos locaux, cette finale qui sera organisée du coup par Red Bull et les étudiants, XP notamment, qui vont prendre en charge les joueurs et puis bien entendu faire tous les matchs sans aucun problème. Et ça devrait bien se passer puisque on commence à être rodé à accueillir des compétitions ici, effectivement. Très bien. Et donc finalement, ce coup de projecteur, on va dire, sur votre campus, ça va vous permettre aussi d'en profiter pour peut-être faire, je crois, une opération porte ouverte. L'idée, c'est de faire découvrir un petit peu les locaux Oui, et ce qui est fait ici. Toujours dans cette optique de devancer et de pallier aux problèmes des salons, de montrer aussi que les étudiants XP savent organiser des compétitions, puisque l'événementiel fait partie aussi de notre ADN, de notre formation, et de pouvoir faire venir des gens qui ne connaissaient pas l'école en montrant que les étudiants, ils ne sont pas là pour jouer, ils sont là pour mettre en place des projets et de mettre en place des tournois. Donc, et ce sera uniquement une porte ouverte XP ou on pourra aussi aller visiter Epitex sur ces portes ouvertes ou IRTUP? Vous êtes toujours la bienvenue. Il y a forcément une journée porte ouverte de toutes les écoles, mais effectivement le tournoi permettra à la fois de vous montrer XP, mais également IRTSUP et Epitech Digital. Très bien. Bon, et donc par contre, comme c'est une situation sanitaire un peu compliquée, il faut s'inscrire, c'est ça? Oui, il faut s'inscrire. Inscrivez-vous sur notre site internet. On pourra vous marquer votre nom. Vous pourrez venir avec un proche, évidemment. Mais évidemment, on peut pas. Ce ne sera pas une journée porte ouverte en soi. C'est juste une journée où vous êtes accueillis avec grand plaisir. Effectivement, la crise sanitaire nous oblige à devoir prendre les noms à l'avance. Ok. Juste avant de passer à la deuxième partie et donc sur notre grand débat, parce que nous allons enchaîner avec un débat sur le thème du jeu Valorant de Riot, je vous propose, si vous avez des questions à nous poser, soit sur ce qu'on vient de se dire jusqu'à maintenant, sur l'opération porte ouverte, ou sur ce qu'on va dire juste après, sur Twitter, vous prenez le hashtag TalkJV et vous posez la question, et puis on essaiera en fin d'émission, si on y arrive, à prendre quelques-unes des questions et tenter d'y répondre. Et donc, effectivement, ça nous permet d'enchaîner sur on a dit, on pourrait parler un petit peu de tout ce qui est autour de ce jeu, finalement d'un jeu vidéo. Et on a choisi Valorant pour effectivement un jeu lancé il n'y a même pas un an. Début juin par Riot. Oui. Est-ce que tu peux, pour ceux qui peut-être qui nous regardent, qui ne connaissent pas ce jeu Valorant, Cyril, comment tu pourrais nous expliquer un petit peu le principe de ce jeu? Alors c'est assez simple. Alors c'est un jeu de tir à la première personne, donc qui se joue en équipe et donc en arène également. Où l'objectif, donc c'est du 5 contre 5. L'objectif d'une des équipes, c'est de poser un spike. Une bombe, voilà, on peut dire effectivement une bombe, et l'autre équipe de défendre, donc de désamorcer ce spike. Voilà. Et donc on gagne, si on élimine l'équipe adverse ou si on désamorce la bombe, ça marche. Exactement, c'est ça. Ou si on élimine tous les autres joueurs. Évidemment, ceux qui doivent comprendre cela, effectivement, c'est aussi le principe d'un jeu très connu qui s'appelle CSGO, Counter-Strike Global Offensive. Donc effectivement, ça reprend les mêmes règles, à la différence que les personnages ont des pouvoirs spécifiques, chose que n'a pas le jeu. Justement, on va y venir un petit peu après, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas donc des terroristes contre des anti-terroristes comme dans CSGO. Dans Valorant, c'est des attaquants contre des défenseurs et on ne pose pas une bombe, mais un spike. Ça, c'est, je suppose, complètement voulu de la part de Riot. C'est ce qui permet peut-être de mettre que le jeu soit plus 16 et pas plus 18. Exactement. C'est une parade effectivement intelligente. C'est une bonne stratégie de la part de Riot qui va effectivement pouvoir ouvrir son public au plus large, surtout que
qu'on est passé de 18 à 16, évidemment, ça adoucit énormément l'image et ça permet de manière aussi stratégique, et ça c'est évident, de pouvoir aussi s'adresser à des marques pour pouvoir sponsoriser des équipes, puisque c'est le principal problème de Counter-Strike, c'est le côté théoriste, antiterroriste, évidemment. Pour vendre, c'est un peu compliqué d'associer une marque à c'est cela, sûr. effectivement. Et puis, on n'est pas dans du photoréalisme à la Call of Duty aussi, donc qui peut-être se rapproche de Stemgear. On est vraiment dans un design qui finalement, je sais pas, s'inspire peut-être un petit peu d'Overwatch, non? Comment toi, oui, en fait, c'est la rencontre du tactical shooter, donc à la CSGO, avec le hero shooter à la Overwatch. Parmi aussi les points qui sont ultra pertinents de la part de Riot, encore une fois, c'est l'accessibilité. Le jeu est gratuit, donc du coup, les gens peuvent découvrir le jeu beaucoup plus facilement. Et effectivement, il y a cette idée aussi de la fonction, de forme et de fonction, puisque effectivement, les personnages sont stylés et on peut tout de suite imaginer quelle va être la fonction disponible, quel va être le rôle du personnage en fonction de son style. Et puis en plus, on connaît Riot, donc on sait aussi derrière que le modèle économique va sans doute être tourné vers la customisation, etc. On va en parler un petit peu après, mais il y avait cet aspect vraiment sur l'aspect visuel. D'ailleurs, je me tourne vers toi, Mathieu. Est-ce que le fait que justement on soit pas dans le photoréalisme avec du reflet, toutes les dernières technologies, métal, je sais plus comment on appelle ça, ce que permettent les cartes RTX avec comment on appelle ça, le ray tracing, pardon. C'est revenu. Voilà, on est dans un rendu beaucoup plus cartoon. Ça, je suppose que ça permet finalement de faire tourner aussi le jeu sur des. C'est peut-être aussi des raisons. Ouais, c'est sûrement une des raisons. On posera peut-être un peu plus la question à Adrien, mais moi j'ai vu que la tendance actuelle, c'est d'arrêter la course. Et on rebondit sur la conversation des consoles de jeu tout à l'heure. Arrêter la course à la puissance, mais de l'accessibilité. Donc là, finalement, ça fait une double accessibilité. Accessibilité du matériel qui n'est pas si top performance et je peux quand même y jouer. Et finalement, dans l'industrie, ces 10-15 dernières années, ça a toujours été un frein, l'accessibilité. Et c'est un frein qui est en train d'être levé par les éditeurs stratégiques. On va tenter justement de poser la question à Adrien. On va essayer de se connecter avec lui si on arrive à l'entendre. Adrien, tu penses aussi que c'est pour des raisons technique et de puissance matérielle qu'on arrive que Riot a choisi finalement ce style graphique? Bah, il y a déjà le fait oui, que tout le monde n'a pas forcément une RTX, surtout en plus en ce moment où c'est assez difficile de récupérer des cartes graphiques à cause du minage et tout ça. Et il y a aussi. Est-ce que les gens qui nous écoutent l'entendent? Alors c'est bien. Ah ok. Et il y a aussi l'aspect que derrière, justement, cette volonté compétitive, on veut pas une expérience cinématographique. Ça, c'est plus des jeux plus solo qu'on va aller chercher ce genre d'expérience-là. Là, on veut quelque chose où ça soit fluide, qu'on ait un framerate qui soit constant et que derrière, ça tourne pareil chez la plus grande partie des joueurs pour que ça soit équitable. Qu'il n'y ait pas que les joueurs qui ont une très bonne machines qui arrivent et qui ne lag pas, qui n'ont pas de baisse de framerate et qui arrivent à être plus performants que d'autres. Ok, je vois que tu as terminé de parler, mais je ne t'ai malheureusement pas entendu ce que tu nous as raconté. Je compte sur toi, Adrien, j'espère que c'était passionnant. Vous nous le direz, vous m'envoyez un petit message. On va essayer de régler ça pour la prochaine fois, ce serait le plus pratique pour moi. En tout cas, je vous propose de regarder quelque chose de fort en fait qu'a réussi aussi à faire et qui s'inspire finalement de ce que fait aussi Blizzard avec ses cinématiques, des cinématiques magnifiques. Et on va essayer d'en parler après, on va peut-être en regarder une. Ça aussi, c'est intéressant, ils produisent des très très belles vidéos. On en regarde une première. Phoenix, please tell me you have the package. I would if somebody was a little less aggressive. Hey, stop! I said stop! Oh, that's how you want to play it. Ah!
All right, I'm going in. What about the hostile? I wouldn't worry about her. Are you certain? 100. I got this. 미안해서 어쩌나? Hey, Control. So, about the package... Et je crois que la magie fait que, Adrien, cette fois je vais t'entendre si tu me parles. Oui, normalement oui. Ah, c'est magnifique. Alors, je ne vais pas te demander de répéter ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu peux me résumer en une toute petite phrase un petit peu ce que tu disais, pour éviter de répéter la même chose? Accessibilité et compétitivité. D'accord, merci. Je voulais juste, je te redonne la parole dans quelques secondes, mais quand même souligner, moi, ces cinématiques, je les trouve fantastiques. S'ils sortent un animé, je cours le voir. Il y a vraiment énormément de talent. Je pense que ça coûte extrêmement cher de faire des vidéos de ce genre. D'ailleurs, on n'en a pas vu beaucoup depuis. De toute façon, je pense qu'ils ont le budget. Ouais, c'est vrai. Et je pense surtout que c'est ce qui a été développé au fur et à mesure. L'idée que ça soit un héros shooter, l'idée aussi que leur stratégie soit basée sur des héros, ce qui était déjà le cas sur d'autres jeux. Cette idée d'avoir aussi un univers qui est un univers propre, qui n'est pas un univers réaliste, va leur permettre énormément de fantaisie, va leur permettre énormément de liberté. Et puis en fait, ils ont travaillé déjà pour tous les persos de LoL. Ils avaient travaillé avec tous les studios les plus en vogue. Et en essayant à chaque fois des nouveaux styles pour coller aux persos, pour coller en fait à l'identité des persos. Donc il y a une vraie réflexion sur le lore qu'ils peuvent apporter par le biais de ces cinématiques. Oui, d'ailleurs, tu disais c'est imaginaire, mais j'ai remarqué que les personnages ont tous une nationalité d'un pays qui existe réellement. Ça, je suppose qu'aussi, d'un point de vue stratégique, il y a cette idée que les Mexicains puissent prendre un joueur mexicain. Il me semble qu'il y en a un Mexicain, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, il y a vraiment même un personnage qui représente le Ghana. Donc il y a vraiment de nombreux pays. Il n'y a que 15 personnages, je crois, à date, mais 15 agents, mais bon, il y a des chances qu'il y en ait d'autres qui apparaissent. Ça, je suppose que c'est pas par hasard que ces personnes aient une nationalité. C'est totalement pas par hasard, effectivement. Overwatch, pour ne pas le citer, avait déjà eu ce principe de nationalité sur les maps, où vous aviez la map de Paris, la map d'Italie, etc. C'est aussi pour préparer à ce qu'on appelle un championnat du monde avec des pays, avec donc la Coupe du Monde où on va s'affronter la France avec l'Italie, avec l'Espagne, avec les États-Unis, etc. Donc je pense qu'il y a aussi cette volonté de nationaliser un petit peu aussi les équipes et de plus avoir des équipes aujourd'hui que l'on a qui sont pas vraiment qui ont juste des entreprises mais qui sont pas liées à un pays, pour retrouver un petit peu cet effet un peu Coupe du Monde que l'on a où les pays vont s'affronter et qu'on va avoir ce patriotisme qu'on va avoir dans chaque pays. Donc je pense qu'il y a aussi une volonté peut-être de se préparer à ça. Maintenant, rien n'a été annoncé, je ne fais que des suppositions évidemment qui m'est propre. Et donc 15 agents qui sont dans le jeu, mais tous ne sont pas disponibles dès le départ, donc il va falloir soit monter en niveau pour les débloquer, soit passer à la caisse. Oui, sans doute. Et puis, si on paye, on peut les débloquer tout de suite. Ouais, mais de toute façon, l'idée aussi, le modèle économique, c'est quand même une accessibilité. On peut gratuitement avoir accès au jeu. Donc, encore heureux, Riot est une entreprise. Son objectif, c'est que même si elle appartient à un énorme groupe qui s'appelle Tencent, on aurait pu en parler, puisque en fait, Tencent a acheté d'énormes studios. Son objectif, bien sûr, c'est aussi un modèle économique qui permet une grande accessibilité, mais qui oblige aussi à avoir une rentabilité. Donc, forcément, ça fait partie du jeu. Justement, avant d'aller sur les compétences, 8 femmes, 7 hommes,
Donc on l'a dit, qu'ils viennent des quatre coins du monde, ça aussi. Finalement, voilà, les femmes sont représentées, même plus représentées aujourd'hui que les hommes. C'est, je suppose, hyper important aujourd'hui. On sent qu'il y a aussi une prise de conscience dans le monde du jeu vidéo d'essayer de laisser leur place aux femmes. Je pense que de toute façon, c'est l'évolution internationale. Il y a quand même des grands mouvements qui sont des mouvements internationaux. Et heureusement que des studios qui cherchent à justement toucher un public international ne sont pas décorrélés de la situation actuelle, des pensées et tout simplement de l'évolution du monde. Oui, mais en tout cas, Riot, ça l'a compris, mais c'est vrai qu'on voit encore quand même énormément de jeux vidéo avec des hommes bodybuildés comme héros. Il y a quand même ça, tout le monde n'a pas encore fait cette démarche. C'est effectivement très intelligent de la part de Riot d'être sur ces bases-là. Ces agents, alors, ils sont classés en 4 familles, les duellistes, les initiateurs, les sentinelles, les contrôleurs. C'est un petit peu compliqué, mais bon, il y en a quand même qui sont plus faits si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, dans la stratégie du jeu. Il y a ceux qui sont à l'avant. C'est un peu compliqué d'arriver à comprendre un petit peu quand on est... Moi, je m'y suis mis quand même, j'ai fini par comprendre, mais il y a toute une chose à comprendre. C'est pas... Disons que dans CS, il y a des snipers qui sont à l'arrière, il y a ceux qui vont au contact. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Tout à fait, il y a 4... Bon, il y en a 3 qui ressortent. Celui qui est au contact, la personne aussi qui est à distance, du coup, le rôle à distance, et le rôle de celui qui va soutenir. Il y a un 4e qui est un peu nouveau, qui est plus du contrôle, ce qu'on appelle le contrôle, c'est-à-dire soit de mettre du boost, soit de mettre soit du fumigène, soit de ralentir effectivement l'adversaire. Donc ça c'est un peu nouveau dans ce type de jeu, mais effectivement les rôles sont quand même toujours très équilibrés, et c'est justement l'objectif à chaque fois qu'on ajoute un personnage, de pouvoir rentrer en tout cas dans une des 4 catégories. Tout à fait. Mais je pense qu'Adrien en tout cas pourra aussi en dire un peu plus sur la partie. Adrien, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ces persos et justement ces différentes compétences? Alors déjà, sur l'aspect où ça touche à peu près toutes les classes sociologiques, que ce soit LGBT, que ce soit homme, femme, tout simplement parce que c'est des avatars, donc ça va être la représentation même du joueur. Et c'est ce que Apex a fait aussi, il y a à peu près toutes les catégories de personnes qui sont représentées. Du coup, les personnes déjà se sentent plus concernées. C'est toute la problématique dans tous les jeux, c'est un avatar, donc c'est une projection de soi-même. Donc du coup, je trouve ça moi personnellement très malin, et c'est ce qui de toute façon Riot faisait déjà avec tous les héros, tous les types, quand on voit les classes de joueurs, que ce soit du soutien, que ce soit de l'attaquant, que ce soit de la défense, ils sont capables justement de coller à n'importe quel type de gameplay. Si moi j'ai plus tendance à aller à l'attaque, alors que j'ai des amis qui ont plus tendance à être plus en support. Donc l'avantage, c'est qu'il faut plaire au plus de monde possible. On rejoint d'ailleurs le fait que ça soit accessible au plus de monde via les performances de sa machine. Il faut aussi que ça colle aux préférences de gameplay de tout le monde. On avait d'ailleurs prévu de vous mettre une magnifique vidéo où on voyait un petit peu les différentes compétences des personnages. On ne l'a pas encore retrouvée, mais si on la retrouve, on vous la montrera, bien évidemment. En tout cas, 3 compétences et une capacité spéciale. C'est vraiment avec cette spécificité, je dirais, que Valorant se démarque de CSGO. Là, ça, on n'avait pas ça avant, en fait, quoi. Il y a plusieurs points, en tout cas, qui permettent la démarcation. Notamment, il y a une profondeur de jeu. Le rôle de la sentinelle, par exemple, qui est ultra intéressant, parce que bon, il y a le contrôleur et la sentinelle qui sont ultra intéressants. Le nerf de la guerre dans ce type de jeu, dans les tactical shooters, c'est justement d'avoir de l'information et pouvoir la communiquer aux équipes. Et justement, la sentinelle permet de récupérer de l'information et la communiquer ensuite aux équipes. Donc du coup, ça crée justement à partir du moment où on sait comment est équipé l'adversaire, on va pouvoir trouver la contre-parade, etc. Le personnage avec ses flèches qui permet aussi de voir voilà, un petit peu comment sont disposés les adversaires. Et puis les contrôleurs qui ont accès à des minimaps qui permettent d'envoyer justement des smokes à différents endroits, etc. Et puis même sur justement les types de smoke, les types de fumigènes, pardon, par rapport à un jeu comme Overwatch, en fait elles sont extrêmement diverses, donc il y a une grande profondeur. Elles sont extrêmement lisibles. Vous avez des cylindres, vous avez des sphères. Il y en a certaines qui sont opaques. Une fois qu'on est à l'intérieur, en fait, on voit. Donc il y a même des sortes de revisitations de choses un peu classiques.
Et puis, par rapport au tactical shooter, à la CSGO, où il y a le devoir justement de maîtriser le layout de la map pour pouvoir communiquer de façon extrêmement efficace avec son équipe, pouvoir dire ben, je suis à cet endroit précis, donc la nomenclature aussi de lieu précis de la map, qui demande justement une mémoire en fait, et un aspect tactique et un aspect stratégique à long terme. Bah, de la même façon, bah, là dans ce jeu, bah, ils utilisent en fait vraiment, ils sont partis picorer le meilleur de tous les mondes et pour essayer d'en faire un jeu qui a une identité et un jeu qui en même temps une accessibilité beaucoup plus poussée. Et donc, je vais revenir à Adrien, je ne sais pas si tu as beaucoup joué au jeu, mais en tout cas, il y a tellement effectivement de compétences différentes de postes et d'agents qu'il faut passer énormément de temps si on veut véritablement bien maîtriser les compétences de son perso, quoi. Ah, Cyril alors peut-être. Oui, de toute façon, non mais en dehors du fait que effectivement il y a des choses qui sont spécifiques à Valorant, ce type en tout cas de gameplay où il faut effectivement passer beaucoup de temps pour monter niveau, pour maîtriser les personnages, où au final d'ailleurs on va commencer à peut-être à maîtriser une ou deux classes vraiment parfaitement, c'est des choses qu'on retrouve dans plein de jeux aujourd'hui, notamment les jeux Riot, hein, League of Legends, on est le meilleur exemple. On va maîtriser parfaitement une ou deux classes, mais pas plus. On va avoir aussi évidemment Overwatch, où on va avoir des classes qui sont préférées. Aujourd'hui, effectivement, l'e-sport va demander à ce qu'il y ait de plus en plus de possibilités et de maîtrise avec le temps, avec l'exercice, qui vont demander de l'entraînement et qui vont demander à des joueurs de passer énormément de temps à pouvoir s'entraîner. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve depuis l'arrivée des premiers jeux e-sport, hein, puisque c'était le cas sur StarCraft, où il y avait vraiment une préférence, où on disait ce jeu-là, il ne joue qu'une des races. Évidemment, le versus fighting, il y a une personne qui utilise un type de personnage qui va s'entraîner sur ce type de personnage-là. Donc effectivement, c'est quelque chose que l'on retrouve également dans Valorant, qui aujourd'hui... Et puis c'est vrai que quand on lance une partie, on fait le choix, on choisit son personnage, on se retrouve dans une équipe, et puis on découvre la composition de l'équipe adverse une fois que la nôtre est constituée. Donc là aussi, on peut se rendre compte que finalement, on va peut-être être en mauvaise posture en fonction du choix qu'on a fait au départ. Comme je disais, ça fait souvent, il le faisait dans League of Legends, puisque c'est souvent 50% du gagnant en fait se fait avant le jeu, c'est-à-dire au moment où on choisit les personnages. La composition de l'équipe. Voilà, parce qu'en fonction de la composition de l'équipe adverse et de notre composition, déjà, soit on a un avantage, soit on a un désavantage. Soit c'est équilibré. Mais voilà, et ça, c'est important, et c'est quelque chose qu'on retrouve également dans Valorant. Alors aujourd'hui, il n'y a que 15 personnages, mais le jour, il va y en avoir peut-être une trentaine, une cinquantaine. Là, à ce moment-là, effectivement, les stratégies sont beaucoup plus diverses, et évidemment, très passionnantes, puisque en fonction des 5 personnages qu'il va y avoir, et des 5 personnages qu'il y a derrière, il y a toute une stratégie qui est complètement différente et qui a à voir et voir improviser. Il y a aussi un élément qui a été rajouté dans Valorant qui est extrêmement intéressant, c'est l'aspect cash, les 800 de cash qu'on a en début de partie, qui permettent d'acheter des armes. On va y venir dans quelques instants, mais je voulais juste savoir quel était le personnage préféré de Mathieu. Dans Valorant Bon, j'ai pas joué à Valorant, donc je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci, c'était un petit piège. Je voulais juste savoir qu'on parle des armes. C'est une petite... Merci. Non, mais je me penserai. L'autre réussite de Riot, c'est de proposer des cartes qui sont beaucoup plus complexes, je dirais, que celles de Counter-Strike. Là, il y a vraiment aussi, pour moi, ça met un énorme coup de vue à Counter-Strike. Et des cartes qui vont justement en plus encore complexifier finalement tout le système de jeu. Et je pense que justement, finalement, aujourd'hui, il y avait que seulement 4 cartes dispo pendant très longtemps. Il y en a juste une 5e qui est arrivée il y a peu de temps, mais on a vraiment des zones urbaines, un monastère, c'est très d'une carte à l'autre, la stratégie va pas du tout être la même. Oui, la stratégie va être différente, mais encore une fois, vu qu'on est sur le modèle du tactical shooter, les joueurs vont au fur et à mesure apprendre les layouts des maps, vont apprendre grosso modo le tracé des maps, le plan des maps, un plan extrêmement précis qui vous permet de savoir par exemple qu'à tel endroit, dans tel interstice, on peut avoir accès à telle distance, etc. Ce qui permet ensuite pour les joueurs
de communiquer sur les positions des adversaires, qui permet aussi d'organiser soit la défense, soit l'attaque. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de nouveaux rôles enfin, dans Valorant pour justement casser, faire un push, casser justement une dynamique, prendre du terrain sur l'adversaire, etc. Mais de toute façon, oui, dans l'idée, ils ont pour principe, en tout cas ça se ressent, d'amener progressivement de nouveaux personnages et ensuite d'amener de nouvelles maps qui permettront, en plus de ça, à chaque fois de renouveler le jeu, potentiellement aussi revenir sur certaines maps s'il y a besoin de faire des réglages, etc. Il a failli y avoir un accident en régie, je viens de voir la chute d'un de nos collaborateurs. Je voulais rajouter effectivement un dernier point effectivement sur les maps, et je voulais juste rajouter que c'est quand même très complexe. Très complexe. En plus, on a des téléporteurs qui permettent de passer d'un côté à l'autre de la carte, des égouts, des trucs, des moyens de faire finalement des fausses alertes, puisque on le rappelle en fait, ce spike, cette bombe, on ne peut pas la poser n'importe où. Il y a entre 2 et 3 zones sur lesquelles, ça c'est vraiment comme Counter, où on peut poser ce fameux spike. Et effectivement, avec ces passages entre guillemets qui permettent de passer d'un côté à l'autre de la carte, on peut très vite tenter des stratégies un peu d'y aller au bluff. Ça fait partie du jeu vraiment. Ah bah totalement, et c'est là justement ce que je voulais dire, c'est tout l'art du level designer de réussir à monter des cartes pour que ça soit à la fois suffisamment tactique, pour qu'il y ait du challenge et que les équipes puissent justement réussir à se planquer, réussir à avoir des tirs sans que l'autre le voit, etc. Et à la fois que ça soit fun, pour pas que effectivement on ait des lignes de vue directes, ou quand on arrive, dès qu'on arrive, bon bah tout de suite on se fait tuer. C'est important de vraiment dans une carte à la fois d'être justement ce côté tactique et ce côté réaliste aussi, parce que il faut que ça soit logique, qu'il y ait pourquoi cette caisse elle est plantée au milieu ici, pourquoi on a un endroit ce mur là, pourquoi on a une porte. Donc faut aussi il y a un côté logique. Donc c'est pour ça que c'est quand même tout un art, je pense, d'être level designer, et c'est des choses effectivement qui s'apprennent avec dans une formation évidemment, et bien également avec l'expérience. Et ça, je pense qu'Adrien pourra encore mieux en parler que moi. Je sais pas, Adrien, qu'est-ce que tu peux rajouter à tout ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je suis pas level designer, donc je peux pas parler à la place de mes collègues. Mais après, il est vrai que c'est forcément réfléchi parce que c'est pris en considération par rapport aux héros qui sont à l'heure actuelle au moment de la sortie du jeu, enfin de la sortie de la map. Ok, il y a tel héros qui peut faire ci ou ça. Si par exemple on met des caisses très très hautes et qu'on sort un héros qui peut faire un double saut, ça peut changer la donne. Donc du coup, c'est ce qui va s'appeler la méta au final du jeu, va potentiellement changer sur cette carte. On va plus avoir tendance à choisir ces héros-là parce que ils sont plus favorables pour cette carte-là, ou pour d'autres parce que il y a moins d'aériens, donc on va prendre des choses qui sont plus qui va jouer avec le couvert. Et par contre, là où je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur apprendre à jouer un perso, c'est qu'en fait, on parle quand même de e-sport, donc comme dans un sport, comme au foot, comme dans n'importe quel sport, on apprend son rôle, on apprend à jouer avec son équipe et on va s'y tenir parce que c'est cette cohésion d'équipe, parce que ça reste un jeu d'équipe, qui va faire que ça marche ou ça marche pas. Et finalement, à chaque fois que Riot introduit un nouveau perso, ça va changer les stratégies. Il va falloir travailler ce nouveau perso pour savoir ce qu'il est capable de faire et qu'est-ce qu'il peut nous faire comme dégâts, comment il va falloir le gérer aussi. C'est ça peut potentiellement venir changer la méta, et ça peut être aussi une volonté de l'éditeur, en l'occurrence pour Riot, de voir qu'il y avait une méta qui est trop importante et de venir un peu, du coup il y a des héros qui sont moins joués, on va essayer de changer un peu la méta pour remettre en avant ces héros-là. Ce que fait, alors du coup la comparaison avec Ubisoft, c'est ce que fait Ubisoft avec Rainbow Six. Il y a des héros des agents qui étaient moins utilisés, ils ont fait un revamp du coup de ces héros-là pour les remettre un petit peu au devant de la scène, changer la méta et faire un peu de diversité, parce que ça reste des jeux où ça reste très rondonnant au niveau de la boucle de jeu. Faut que ça soit au bout de 6 mois toujours aussi intéressant de le jouer. Justement, tu parlais de la bêta, on peut dire que cette bêta finalement elle a duré très peu de temps, elle a duré 2 mois. Méta, je parlais. Il y a méta en fait. Ah oui. Le mot méta et le mot méta. Je m'excuse. Mais enchaînons quand même sur la bêta, si vous le voulez bien. Bêta qui a duré seulement 2 mois, c'est extrêmement court pour un jeu comme celui-ci. Oui. En fait. C'est extrêmement court tout simplement parce que le jeu était déjà bien abouti et je pense qu'il avait été développé bien avant. Ils n'ont pas donné de date évidemment, mais effectivement quand le jeu qui est sorti en plus de ça
Alors ça, je pense que c'est un hasard du calendrier pile au moment du premier confinement. Mais il a fallu effectivement 2 mois simplement de bêta pour surtout rééquilibrer, pour voir comment le jeu fonctionne à très haute échelle, parce que je pense qu'ils ont fait beaucoup de tests bien avant cette sortie. Donc c'est évident que effectivement la bêta n'a duré que 2 mois, parce que de toute façon, beaucoup de joueurs disaient sortez-le, parce que de toute façon, il est presque abouti là. Et donc, ici même, au sein du bureau des élèves d'XP, ils ont créé l'Evolve Beta Cup, c'est la première compétition qu'il y avait en France. Oui. Comment ça se fait que ça ait pu se créer ici? Alors effectivement, il faut savoir une chose, c'est que Valorant, dès qu'il a été annoncé via d'autres séries d'annonces de Riot, tous les étudiants étaient bien entendu très excités à l'idée que le jeu sorte. Ensuite, le confinement qui est un petit peu, disons, qui était frustrant, un peu frustrant parce qu'on n'a pas pu faire de compétition, quoi que ce soit. Donc évidemment, Costin chez eux, la plupart des étudiants ont dit, écoutez, nous on veut continuer à faire des compétitions, on est capable de le faire dans des compétitions en ligne. Il y a Valorant qui sort, profitons-en. Parce que là, je crois qu'on a affaire à une sortie historique, parce que faut pas savoir une chose, c'est que Riot n'a pas sorti de jeu autre que League of Legends pendant 10 ans. Donc évidemment, c'était forcément un événement. Forcément, c'est un événement parce qu'un éditeur qui sort pas un jeu 10 ans après, forcément, du coup, ils se sont jetés sur le jeu et ont eu l'idée de créer cette compétition qui a été suivie, qui a été énormément, il y a eu beaucoup d'engouement autour de cette compétition. Louis me disait, quand on a préparé justement tout ça, il me disait 16 équipes engagées en 2h30 et plus de 32 en 4 heures. Enfin, il a vite fallu fermer les vannes parce que c'était, il sentait qu'il y avait un... à un moment, en fait, on pouvait plus les tenir, en fait, si on faisait plus, c'était trop. Et ils ont eu la chance, effectivement, d'avoir été même suivis par des influenceurs, des commentateurs, puisque Lutti et Adibou se sont prêtés au jeu et ont commenté justement cette compétition. Après, évidemment, d'autres grosses structures ont pris la main et ont créé leur propre compétition, et ensuite Riot maintenant qui reprend avec les Masters qui vont arriver. Mais effectivement, on a cette fierté en tout cas d'avoir le B2 lyonnais qui a fait les premières compétitions de Valorant. Alors c'est vrai que d'ailleurs les étudiants, je pense que dans les prochains, si on fait un autre talk, on essaiera de les faire participer en étant ici. En tout cas, on voulait leur donner un petit peu de place quand même en leur demandant leurs sentiments à eux, puisque c'est essentiellement eux qui jouent à Valorant. Et donc, je vous propose que pensent les étudiants du campus, qu'est-ce qu'ils pensent de ce fameux Valorant, on les écoute. J'aime bien les mécaniques de déplacement qui forcent le joueur à s'arrêter, et il est très beau et très coloré. Franchement, pour moi, le point fort de Valorant, c'est la direction artistique. Elle est vraiment incroyable. I have Overwatch, I have CSGO, oh, Valorant. C'est un jeu qui permet beaucoup de différentes métriques, notamment grâce aux pouvoirs qui viennent ajouter beaucoup de mécaniques au jeu. Ce que j'aime dans Valorant, c'est le côté développement des personnages, avec leur capacité qui permet vraiment d'avoir un gameplay qui est varié et une notion de stratégie supérieure à tous les autres FPS que j'ai pu essayer. C'est incroyable, c'est-à-dire que tu peux t'entraîner, jouer beaucoup et tu seras récompensé par tes efforts, tu vas monter en grade. Si tu veux varier ton gameplay, tu peux jouer n'importe quel agent, parce qu'il y a des agents qui vont s'occuper de rôles défensifs, agressifs, tactiques, etc. Moi j'aime bien le jeu Valorant parce que ça fait un très bon contraste entre l'aspect FPS très classique, un peu posé et très tactique, et les pouvoirs qu'amènent les héros qui dynamisent vraiment le jeu et qui offrent beaucoup de possibilités. Au-delà de la similarité avec CSGO, je pense que c'est le fait que tu aies plusieurs persos avec plusieurs compétences qui rajoutent un dynamisme. Ça rajoute aussi du coup un champ des possibles, et je pense que c'est ce qui va faire que tu vas l'apprécier par rapport à un jeu concurrent. Le jeu Valorant pour moi c'est un jeu qui est vachement marrant et on peut jouer avec ses potes, donc c'est fun. Vous pensez quoi de Valorant ? Je pense que le jeu apporte une fraîcheur au FPS, que ce soit par rapport aux pouvoirs qui sont intégrés dans le jeu, qui ouvrent d'autres possibilités, mais aussi par rapport au design et au visuel du jeu qui apporte ce côté un petit peu cartoon que j'aime bien. Est-ce que vous aimez bien Valorant ? Oui. Yes ! Beaucoup de talent du côté des étudiants, on va leur donner la main un peu plus sur les magnétos la prochaine fois, c'est promis. On parlait des premières compétitions de la bêta et effectivement les premières compétitions qui ont permis de relever déjà des bugs en fait, et des bugs, et qui dit bug dit aussi faille, et donc de la triche. Et je crois que le e-sport, c'est quand même un domaine dans lequel la triche est assez courante et qui est chassée. On a souvent vu des e-sportifs qui sortaient
tout simplement de la compétition. Peut-être que tu peux faire une parenthèse là-dessus, mais je sais que c'est un vrai problème, dans la scène internationale là-dessus. Et Valorant, eux, ont essayé de parer à ça en intégrant un système anti-triche beaucoup plus robuste, beaucoup plus profond que ce qui se faisait jusqu'à maintenant dans le jeu vidéo. Et ça a créé pas mal de débats, des détracteurs. Oui, puisque finalement ce logiciel il devient intrusif, il t'écoute en permanence et on ne sait pas trop s'il t'écoute même quand t'es pas en train de jouer, quoi. La raison pour laquelle les communautés d'Epitech ont entendu parler de Valorant, c'est pas le nouveau gameplay en premier, c'est tiens, on peut gagner 100 000 $ si on trouve un bug via la plateforme Bug Bounty. 100 000 $, c'est beaucoup pour un bug. Derrière, c'est simplement que l'éditeur de ce jeu voulait s'affirmer en disant si vous trouvez un bug, il y aura 100 000 $ parce qu'on sait que vous ne trouverez pas de bug. Et c'est très nouveau, il n'y a jamais eu ce niveau de réflexion de la part d'un éditeur dans son jeu vidéo pour essayer de supprimer la triche, et il n'y a jamais eu non plus technologiquement ces contre-mesures anti-triche. Mais malheureusement, là ça va faire 1 an qu'on a ce jeu qui est sorti, et a priori la triche n'a pas été résolue pour autant. Ouais. Donc du coup il y a un enjeu majeur dans cette histoire-là, c'est que les étudiants, par exemple cette Epitech qui sont dans la cyber, ils peuvent gagner un peu d'argent. Et finalement, les contre-mesures n'ont pas vraiment fonctionné. Bon, le temps nous le dira, mais aujourd'hui, il n'y a rien de probant. Ouais, je vais peut-être redonner une dernière fois la parole à Adrien. Toi, justement, rappelle-nous un petit peu ta spécialité, Adrien, aujourd'hui. Alors, je suis gameplay programmeur système. C'est tout ce qui est système de jeu, ça va être gagner des points, gérer la vie du personnage, parce que le gameplay, il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les 3C, donc caméra, contrôleur, caractère. Donc ça va être plus axé sur de l'animation, sur de la physique. Moi, ça va être plus sur les systèmes de jeu. Si je fais un parallèle avec les jeux sur lesquels j'ai travaillé, donc sur Steep, on commence une activité, un challenge, ça démarre, il y a un timer qui se met en route, on passe une ligne d'arrivée, ça arrête le timer, ça comptabilise les points, ça fait un classement. Voilà, ça c'est un système. Et aussi beaucoup d'interfaces, donc là beaucoup plus des menus, des boutons et du HUD. Et j'ai oublié ta question à la base. Non, c'était juste pour te resituer parce que comme on a eu des problèmes techniques, je ne savais pas forcément quel était ton job. Et sur ces problèmes justement de failles, de bugs qui permettent finalement de tricher, ça c'est un petit peu, c'est le petit grain de sable en fait quand on fait ton job. On y pense forcément. J'ai eu le cas aussi sur Steep où c'est là où d'ailleurs la modération rentre en compte, surtout au début, parce que on pense à des cas et les gens sont très 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 intelligents quand il faut trouver justement des parades ou des façons, des contre-mesures par rapport au système qu'on a déjà designé, qu'on a décidé. C'est souvent ce qu'on appelle le gameplay exotique. C'est parce que les gens, ils sont allés chercher des nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément pensé. Et parce que encore une fois, les gens sont très 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 malins, surtout au niveau du hack. C'est surprenant ce que les gens sont capables de faire pour aller chercher la petite faille, aller regarder directement dans la mémoire les valeurs pour venir les changer. C'est comme ça que d'ailleurs les systèmes de auto-aim, donc qui vont viser automatiquement les personnages, parce que forcément, le jeu connaît toutes tes positions. Et s'il y a un mur et qu'il y a un personnage derrière, techniquement on ne le voit pas, mais le jeu le sait. Donc ces gens vont aller chercher ces petits trucs-là. Donc c'est à nous d'être malins, de ne pas trop en dire à la mémoire, justement, et de travailler tout ça. Après, c'est des petits secrets de polichinelle que je ne peux pas non plus dévoiler non plus, parce que voilà, mais voilà, il y aura toujours ce qui est malheureux. Mais d'ailleurs, Riot gère pas mal cette notion-là sur tout ce qui était League of Legends, justement au niveau de la toxicité et tout ça, pour justement valoriser. Et c'est la mentalité était un petit peu différente, c'était pas dénigrer les gens qui trichent ou qui sont toxiques, c'était de valoriser ceux qui ne le sont pas. En tout cas, merci de nous avoir un petit peu éclairé sur tout ça, Adrien. On espère qu'on pourra se refaire une collection un de ces jours. Ce phénomène, oui, vous n'êtes pas exprimé sur ce phénomène de triche, ça c'est quand même le grain de sable, je disais. Je peux en parler effectivement un petit peu, je ne suis pas un aussi grand spécialiste que peut l'être Mathieu, mais ce qui est sûr c'est que la triche a toujours existé.
dans le jeu vidéo. Je pense que je me demande si elle n'a pas existé déjà dès le premier jeu vidéo, c'est-à-dire Pong. C'est évident que quand il y a un jeu, il y a forcément une volonté de triche pour pouvoir gagner, et surtout quand il y a des compétitions, qu'il y a en plus du haut niveau, ou même des fois juste pour le plaisir de dire voilà, je suis le meilleur. Il y a toujours eu de la triche, et je pense qu'il y en aura toujours. Maintenant, évidemment, les éditeurs font mieux pour réduire la triche, pour aller sur des serveurs où on est assuré qu'il n'y a pas de gens qui utilisent des mods ou quoi que ce soit. Et les personnes qui utilisent la triche, en général, sont très fortement punies. Souvent des bannissements, même quand tu as acheté les choses, c'est pas grave, tu es banni parce que tu as utilisé les choses, parce que c'est contraire évidemment à l'éthique et à ce que demande l'éditeur. Donc évidemment. Mais je pense qu'on ne bannira jamais vraiment la triche, ça existera toujours. Et il faut faire avec. Et il faudra faire avec, et on continuera à lutter. Et c'est tout l'intérêt aussi des métiers comme Forme Epitech. Il faut s'attendre. Alors, il y a une tendance qui existe déjà, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est lorsqu'il y a un rassemblement compétitif de haut niveau, à l'intérieur même du réseau qui est mis à disposition des joueurs. On sait aujourd'hui qu'il y a des personnes mal intentionnées qui essayent d'intenter à la qualité du réseau et en ciblant particulièrement certains joueurs, donc on comprend qu'ils sont plutôt favorables pour d'autres joueurs. Sur la partie événementielle aussi, il y a des gens qui sont contre un événement sur des concours de marques, et on voit des événements qui ont tendance à être déstabilisés. J'ai pas de rapport d'enquête, mais il suffit de vous regarder ces 4-5 dernières années, les événements qui ont été obligés d'être temporisés, annulés ou un peu décalés sur le planning prévisionnel. Et je crois sincèrement qu'il faut s'attendre à voir ces enjeux-là se démultiplier. On a un enjeu économique, qui est le e-sport, qui est en train d'exploser littéralement, et le e-sport, comme tous les autres domaines informatiques, ne s'est pas du tout inquiété de la sécurité. La sécurité informatique, elle n'existe pas encore aujourd'hui. On en parle beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait. Et donc ça c'est une préoccupation qui va être moteur de vocation et de carrière, à mon avis, assez intéressante. Genre par exemple, expert en cybersécurité dans le cadre du e-sport, ça c'est quelque chose qu'on va voir arriver assez rapidement. Il y a des nouveaux métiers en fait qui vont arriver. Ce sera passionnant. Je reviens un petit peu sur le Covid. Est-ce que, de manière générale, il a eu un impact sur les premières compétitions, ou est-ce que de Valorant, ou de manière plus générale? Alors c'est très difficile à dire, parce qu'effectivement, comme le Valorant est arrivé en pleine pandémie, évidemment, les premiers événements e-sport ont été faits. N'étaient pas là en fait. Du coup, il n'y avait pas d'événements e-sport. Après, ça a permis aussi à la Riot de pouvoir préparer le jeu avant les premières compétitions qui arrivent cette année, en 2021, qui sont des compétitions du coup online. Ça a permis aussi aux gens de s'entraîner, aux joueurs de s'entraîner, et pas tout de suite lancer des compétitions dès la sortie du jeu, ce qui est souvent une erreur d'ailleurs des éditeurs, c'est de dire ça y est, on a un jeu e-sport, tout de suite on lance des compétitions et des millions de dollars, alors qu'on ne sait pas encore s'il y a un engouement, s'il y a un public, etc. Là, il y a eu un an un petit peu d'attente de l'éditeur, et aujourd'hui, les premières compétitions vont arriver, donc là, effectivement, on pourra voir. Donc pour l'instant, je dirais que la pandémie a surtout ne fait que retarder, mais dans le bon sens, pour Valorant. Je crois que tu avais un expert. J'ai un expert qui peut parler un petit peu de l'événementiel et de l'impact du Covid sur l'événementiel. Ouais, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Thibaut Nicolin, et il travaille justement sur une société qui allie à la fois le sport et l'e-sport. Et lui, bien sûr, c'est son sujet, puisque une bonne partie des personnes qui sont dans le sport veulent pouvoir se reconvertir dans l'e-sport ou voir ce qu'il peut faire dans l'e-sport. Et ça, c'est son métier. Donc on va pouvoir l'écouter. On l'écoute? Allez, on l'écoute. Donc, bonjour à tous, moi je suis Thibaut Nicolin, j'ai maintenant 10 ans d'expérience dans le sport, principalement dans l'événementiel sportif, avec 3 ans à Roland-Garros et 5 ans au comité olympique qui s'appelle le CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français, et une dernière année à GL Event, où je travaillais sur un événement qui s'appelle Sport Illimité, qui est l'événement de l'innovation dans le sport et dans l'e-sport. Donc voilà, avant de créer aujourd'hui mon agence Stadiup, qui est une agence qui accompagne les athlètes de haut niveau dans leur développement, sponsoring entre autres. Donc grâce à mon expérience un petit peu atypique, étant donné que je ne viens pas complètement de l'e-sport, mais j'ai travaillé avec l'univers de l'e-sport grâce à mon expérience sportive, je peux dire que depuis un an, l'e-sport a été une réponse à l'univers du sport pour s'adapter à cet univers Covid. Le Covid ayant entraîné l'annulation de tous les événements sportifs, de tous les événements même professionnels en lien avec le sport, et l'e-sport a permis de faire quelque chose de nouveau et d'apporter une réponse nouvelle à travers cette digitalisation événementielle et à travers une réponse un petit peu plus ludique, un petit peu plus innovante, un petit peu plus agréable
Si l'e-sport n'avait pas été présent, je pense qu'un certain nombre d'événements sportifs auraient complètement disparu. Et par rapport à la dernière question, par rapport au fait de comment l'e-sport va sortir de cette crise, j'ai envie de dire que cette année a été un atout pour l'e-sport, parce que l'e-sport a réussi à démontrer que malgré la crise, malgré ces problèmes sanitaires, l'e-sport pouvait continuer à exister. Non seulement continuer à exister, mais était aussi une réponse à de nombreux autres secteurs pour eux-mêmes continuer à exister. Donc là où avant l'e-sport était perçu ou mal compris ou mal interprété, dorénavant, de nombreux autres secteurs, dont le sport dont je fais partie, s'est beaucoup intéressé à l'e-sport, à savoir cet univers de l'e-sport qui, digitalisé, permet et continue d'exister, pourrait peut-être être une réponse à notre problématique. Donc aujourd'hui, les autres univers se sont vraiment penchés sur la question, ont appris à connaître l'e-sport, ont appris à s'y intéresser, à l'interpréter comme il faut et à éviter de le caricaturer comme ça a été trop souvent le cas. Donc là où il y a encore 1 an, 2 ans, 3 ans, l'e-sport était un petit peu seul, était un peu perçu comme un ovni dans l'univers de l'événementiel, dorénavant l'e-sport n'est plus seul. Et dorénavant, l'e-sport est une vraie réponse pour faire muter et pour accompagner d'autres univers. Et finalement, tous ensemble, on sera plus fort. Et plus que jamais, l'e-sport est un atout, est un allié pour de nombreux autres secteurs. Ouais, c'est ça, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Super. Bonjour à tous. Alors, je suis chef de projet chez Gamers Origin depuis maintenant 2 ans. Et donc aujourd'hui, en tant que chef de projet chez Gamers Origin, je suis essentiellement sur 3 axes. Un axe accompagnement des clients donc, de Gamers Origin sur la partie agence, parce que Gamers Origin est une agence en plus d'un club. J'ai ensuite l'étude prévisionnelle des projets qui consiste à prévoir et à concevoir les projets. Et ensuite, j'ai plus la gestion opérationnelle qui consiste à déployer les projets et que ce soit des événements digitaux ou des événements physiques, à les mettre en place. Alors, ouais, j'allais dire, est-ce que c'est une réussite? Je ne serais pas à même d'en juger. En tout cas, ça a bien marché quand même dans l'ensemble, puisqu'il y a eu une vraie hype, un vrai engouement autour de la sortie du jeu, notamment avec ce live d'annonce qu'ils ont fait, qui voilà, était un petit peu un live exceptionnel, où ils ont dit, voilà, on est Riot, ça fait 10 ans qu'on ne vous a pas sorti de jeu, et là, on arrive avec des jeux qui s'annoncent comme étant les nouveaux blockbusters de demain dans le domaine du jeu vidéo et de l'e-sport. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y avait un vrai enjeu de leur côté et ça a été plutôt très bien accueilli et surtout très smart pour eux, la façon dont c'était sorti, notamment avec ce système d'ouverture progressive du jeu via des clés qu'on pouvait gagner sur Steam, etc., sur Twitch, pardon, etc. J'ai trouvé ça très smart et en tout cas, il y avait un vrai engouement puisque le jeu a fait des records d'audience absolument incroyables sur Twitch. En donnant finalement l'opportunité à des influenceurs puissants de tester le jeu, ça a vraiment boosté tout ça, quoi. Bah, non seulement ça a boosté tout ça, mais la mécanique même d'accessibilité au jeu, qui était de dire aux gens, bah voilà, si vous voulez avoir accès au jeu, il va falloir aller sur des streams d'influenceurs, il va falloir regarder leur contenu pour peut-être avoir une chance de gagner une clé. Et de pouvoir accéder au jeu plus rapidement que les autres. Et ça, je pense qu'il y avait un vrai enjeu là-dessus, parce que l'avantage pour Riot, c'est que ça leur permettait d'ouvrir leur serveur progressivement, et donc de ne pas se retrouver face à un flux de joueurs qui était vraiment qui aurait été super important. Et dans un second temps, bah, effectivement, ça leur permettait d'augmenter leur vue, puisque Twitch, comme beaucoup de plateformes, bah, c'est toujours pareil, plus on a de personnes, plus on a de spectateurs qui regardent un même contenu, un même type de contenu, plus ça va faire un effet boule de neige sur ce contenu, et plus il y a de gens qui vont vouloir le regarder. Donc je pense que on ne te voit plus, mais on t'entend très bien, en tout cas. Cyril, au niveau international, est-ce qu'on a vu des grosses structures, justement foncer sur Valorant? Il y en a effectivement eu de plus en plus, et notamment pour les masters.
Il y a des grosses structures, alors j'ai plus tous les noms en tête, mais je pense à Vitality hein, qui a déjà mis ses structures. Il y a peut-être que j'ai des bêtises, à Misfits aussi, je crois qui a annoncé son équipe. Donc oui, les grosses structures évidemment vont aller sur Valorant. Malheureusement, c'est pas encore le cas de Gamers Origin, mais j'espère qu'à terme, en tout cas, ils auront une équipe. Ils m'écoutent, hein, je sais qu'ils m'écoutent. Mais effectivement, évidemment, les grosses équipes, les grosses structures qui étaient déjà sur d'autres jeux, notamment Counter-Strike, Overwatch, évidemment, Valorant est une opportunité qu'ils ne peuvent pas laisser passer. Tout à fait. Comment ça se fait, Yoann, que Gamers Origin n'ait pas encore monté d'équipe? Alors, bon, pour Gamers Origin, c'est vrai que moi, en tant que chargé de projet, je suis un peu moins sur le côté e-sport, je peux un peu moins en parler. Je pense qu'après, effectivement, plus au niveau français, on n'a pas encore beaucoup de structures au niveau français qui se sont lancées sur Valorant, mais je pense que c'est pareil, c'est le temps que les grosses compétitions soient annoncées, le temps qu'il y a un peu de contenu qui arrive. Pour Gamers Origin, je ne serai pas moi-même d'en parler au niveau chef de projet. Par contre, pour les différentes structures françaises, effectivement, bon, je pense que quand les grosses compétitions, les grosses ligues vont commencer à arriver, on va avoir peut-être des structures qui vont commencer à mettre un peu les prix à ce niveau-là. Moi, je disais peut-être un petit peu de cash prize pour booster l'attrait, l'envie de monter une équipe. Sans doute. Oui, c'est possible. C'est possible. Après, je pense qu'au-delà de... Encore une fois, je suis moins sur le côté e-sport d'un point de vue agence Gamers Origin. Mais je pense qu'au-delà du cash price, je pense que le plus important pour les structures aujourd'hui, c'est la stabilité. Et je pense qu'il faudra voir aussi ce que Riot offre en termes de stabilité aux équipes. Aujourd'hui, par exemple, sur League of Legends, les structures ont une stabilité qui est offerte par l'éditeur. Sur les différentes ligues, que ce soit les LEC, que ce soit la Ligue française. Il faut voir ce qui sera annoncé à ce niveau-là. Je pense que le cash price, ça a plus vocation à attirer les joueurs quand peut-être des compensations régulières, ça a plus tendance à attirer les structures et c'est là que ce sera important, je pense, pour Riot. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Yoann, d'être passé par ce premier Talk JV et d'avoir un petit peu discuté avec nous. Un de ces jours peut-être. C'était un plaisir, merci. Oui, je note une chose, c'est que finalement il y a pas mal de joueurs d'Overwatch qui ont migré vers la scène Valorant. C'est finalement, bon, pourtant c'est pas le même jeu, mais ils sont quand même venus, et je pense notamment aux Français Unco et AKM. Après je sais pas s'il y en a d'autres, mais pour toi, Fawzi, c'est... Est-ce que c'est logique? De toute façon, je pense que déjà, au-delà de la scène compétitive, le fait qu'il y ait un intérêt pour le nouveau jeu de Riot et pour justement la dynamique qui était véhiculée par justement la fameuse annonce qui balançait justement toutes les nouvelles bombes, donc forcément ça a dû attirer. Et puis ensuite ça paraît logique puisque là encore, hein, comme on le disait, c'est une sorte de CSGO ultra amélioré avec justement cette revisitation des héros shooters à la Overwatch. Donc en fait, il y a un mix super intéressant. Donc je pense que eux peuvent s'y retrouver. Enfin, je pense que de toute façon, la plupart des joueurs peuvent s'y retrouver. Et puis, je pense que rien n'est définitif. Hein. L'un n'annule pas l'autre, etc. Mais en tout cas, l'engouement paraissait assez logique. La stratégie de Riot est très différente de Blizzard, tout simplement parce qu'au départ, Overwatch, une bonne partie des joueurs s'étaient mis sur le jeu. Il y a eu même des compétitions, des Français hein, qui gagnaient des compétitions. Et puis, il y a eu l'annonce de l'Overwatch League qui avec son système de slots, très 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 cher, plusieurs millions de dollars, qui a énormément du coup empêché beaucoup de joueurs d'être soit en indépendant, les équipes de pouvoir participer, parce que évidemment tout le monde n'était pas capable de se payer des slots, ce qui fait qu'évidemment énormément de joueurs ont arrêté Overwatch du fait de l'impossibilité de pouvoir rejoindre des équipes qui pouvaient se payer les slots, ce qui fait qu'évidemment une bonne partie des joueurs, quand ils ont rencontré et découvert Valorant, ont décidé de plus aller dans ce jeu, puisque ça reste quand même en tout cas un jeu qui est proche de ce qu'on peut voir entre Overwatch et Counter-Strike. Donc évidemment il y a aussi ça, c'est un peu cette politique aussi qui fait qu'il y a des joueurs qui peuvent passer derrière l'autre. J'ai un autre petit magnéto avec nos amis étudiants à vous montrer, parce que certains ont voulu nous dire un petit peu quelles étaient leurs maps préférées, quelles étaient leurs armes préférées. Donc on les écoute, vous êtes d'accord? D'accord. Allez, on fait ça. Ma map préférée, c'est Icebox.
Ma map préférée, c'est Ascent. Ma map préférée, c'est Bind. Ma map préférée, c'est Even. Préféré, c'est Haven. Mon arme préférée, c'est la Ghost. Mon arme préférée, c'est la Vandal. Mon arme préférée, c'est le Ghost. Mon arme préférée, c'est la Odin. Beaucoup de balles et beaucoup de dégâts. Mon arme préférée, c'est la Fantôme. Précision. Piou piou. C'est Reyna. J'aime beaucoup son kit et le fait de regagner de la vie, c'est plutôt pratique quand on joue à la Odin. Jet. Viper. Mon agent préféré, c'est Viper. Mon agent préféré, c'est Jet. C'est intéressant cette idée sur les armes, effectivement. Alors les armes, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le fusil à pompe, mais elles ont aussi leur nom dans le jeu, etc. Donc là encore, on se démarque de CSGO. Et donc, on y vient sur ce modèle économique, ces armes qu'on va pouvoir customiser. C'est vraiment là que... en fait, disons que comme dans Counter-Strike, à chaque manche, on a gagné de l'argent, on s'achète les armes qu'on veut, mais c'est des armes, somme toute, assez classiques. C'est ça ? Oui, mais il y a surtout en fait une sorte de jeu dans le jeu. En fait, ce qui est intéressant dans Valorant, c'est qu'ils ont apporté cette notion de démarrer le premier round avec 800 de cash par équipe. Et puis en fait, en fonction de la réussite du round, on va obtenir plus de crédit, etc. Donc en fait, l'achat des armes, l'achat des boucliers, l'achat des abilities, va être une sorte de jeu économique de round en round, ce qui va permettre aussi potentiellement d'accepter durant un round d'y aller pratiquement avec l'équipement oui, en de général, base. la première manche, on essaye de mettre déjà un peu d'argent de côté, de ne pas mettre tout l'argent dessus. Oui, enfin, ça va vraiment être une forme de jeu dans le jeu. C'est-à-dire qu'il va y avoir un aspect stratégique au sein des équipes, justement, dans leur équipement, dans ce qu'ils vont choisir. Est-ce que vous allez, sur ce round, axer, je ne sais pas, un contrôleur qui va être full abilities, etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Et justement, cette multiplication des possibilités et ce jeu dans le jeu par rapport à l'accès à l'économie inter-round va permettre justement une revisitation des maps, une revisitation de l'adversité et potentiellement le fait de pouvoir retourner une situation alors qu'on était très mal engagé. Ou du coup, ça permet aussi par moment de casser des effets boule de neige, là où normalement, dans une forme plus traditionnelle, on n'aurait pas eu forcément la possibilité de changer cette stratégie. En tout cas, je parlais, oui, donc finalement, avec ces armes et ces skins d'armes, on a aussi là tout le cœur, tout le modèle économique qui est que, encore une fois, voilà, c'est pas un jeu où la couleur de l'arme ne changera rien aux performances du joueur. Par contre, c'est de cette manière qu'on rémunère finalement les créateurs. Oui, tout à fait. Ça fonctionne. C'est un modèle économique qui existe depuis fort longtemps parce que évidemment ce qu'on appelle plus familièrement le pay to win, c'est-à-dire quand on paye pour pouvoir devenir plus fort ou pour aller plus vite dans l'expérience. Aujourd'hui, les joueurs n'en veulent pas en fait. Surtout dans les e-sports en fait, où ce qu'on récompense évidemment, c'est les compétences de chacun. Donc évidemment pour avoir un modèle économique qui est viable, on part sur ce qu'on appelle des skins, des skins qui sont jolis, qui sont appréciables, qui sont personnalisés également. On avait ça du coup sur Counter-Strike avec les skins d'armes qui est un très très gros vecteur d'argent pour Valve. Et puis bien sûr Riot avec League of Legends, les skins de personnages, les modèles spéciaux, les armes spécifiques qu'ils ont, ne changent absolument rien du tout au gameplay. Mais par contre, effectivement, fait qu'un joueur va avoir un modèle unique de son personnage par rapport aux autres pour frimer. En fait. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est le rythme des parties qui durent, je crois, 1:40 maximum. On est vraiment dans ça a été ça aussi, je suppose que c'est pas du hasard, ils auraient pu mettre 2 minutes, ils auraient pu mettre qu'1 minute. Il y a vraiment cette idée aussi pour que les manches, donc on gagne en 13, il faut gagner 13 manches pour remporter la partie. Et finalement, voilà, l'idée c'est d'arriver à ce qu'un match ait la bonne durée, ça aussi, en termes de dosage, c'est intéressant. Je sais pas si on sait comment ça a travaillé derrière, mais c'est important d'arriver à trouver le bon rythme pour que les parties... je pense que c'est ce qu'on disait par rapport aux annonces de Riot. À partir du moment où Riot a balancé ses bombes, ses nouveautés, en fait ça paraissait logique que, bien sûr, qu'ils travaillaient en parallèle sur des projets. Les équipes qu'ils ont, les équipes d'analystes, les équipes de game designers, c'est des personnes extrêmement
extrêmement expérimentés. Ils ont donc en fait, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Comme on disait, cette espèce de revisitation du tactical shooter, avec en même temps le principe des agents qui sont issus de cette idée du héros shooter. En même temps, la possibilité pour eux de communiquer autour de chaque personnage en travaillant avec les meilleurs studios du monde et en prévoyant justement même les projets de séries d'animation à côté. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. On ne peut pas de toute façon envisager une seconde qu'une entreprise comme Riot, qui appartient à Tencent, laisse quoi que ce soit au hasard. Et donc du coup, ça a été testé, playtesté, retesté, etc. Et c'est pour ça que les maps qu'ils ont mises en place étaient ultra intéressantes de base, que les nouveaux rôles sont super intéressants. Et donc du coup, en fait, il y a une sorte de... Oui, une sorte de oui, ça paraît travaillé, soigné, et puis ça continue en fait. Donc du coup, on sait que... Après, il y a cette évolution, c'est aussi la chance d'un jeu vidéo, contrairement à un film, on le corrige au fil du temps, on l'améliore. Mais je reviens quand même sur cette notion de... Pour faire de l'e-sport et pour que les téléspectateurs, les spectateurs de ce genre de compétition, pour faire vivre ça, il faut arriver effectivement. Il y a c'est assez intéressant cette idée de définir la durée d'une manche, en fait. Je sais pas. Ils se sont basés sur un modèle qui est existant depuis des années, qui a fait ses preuves pendant 20 ans, celui de Counter-Strike. Les 13 manches, ils n'ont pas sorti comme ça. Effectivement, Counter-Strike, c'est 13 manches victorieuses, évidemment, qui après peuvent remonter si c'est entre les deux. Donc, comme tu dis, il y a des experts en fait qui ont bien analysé les parties, qui ont bien fait en sorte effectivement que 40 minutes c'est le bon timing pour les joueurs, parce qu'il y a la fatigue. Il y a aussi ce principe-là, c'est qu'à bout de 40 minutes, on voit qu'un joueur, au bout d'un moment, fatigue et n'est plus aussi optimal qu'au début. Donc c'est important d'avoir ce genre de timing, et évidemment Riot a très très bien réussi en tout cas à gérer cette partie-là. Et l'avantage aussi, c'est que avoir un timing bien précis permet, dans les événements, de pouvoir aussi faire un planning et de pas déborder jusqu'à 22h, 23h non plus, avec des parties qui sont bien longues. Oui, c'est ça. Et puis on a ce gameplay finalement, cette façon qu'ont les personnages de se mouvoir, le fait que c'est beaucoup moins rapide que Call of Duty par exemple, où les personnages sautent de partout, c'est pratiquement impossible à suivre. En fait, finalement, l'échec, je pense, moi, après de mon point de vue un petit peu télé, c'est que c'est tellement frénétique que quand on commute d'un joueur à l'autre, on n'a pas le temps de savoir qui joue, etc., que ça va vite. Là, on est dans un tempo un peu moins rapide, et il y a aussi ce souci aujourd'hui, quand on fait un jeu e-sport, il faut qu'il puisse être diffusable, qu'on puisse raconter et voir et apprécier le niveau des joueurs. Ouais, et je pense que ce que tu dis est très juste sur la lisibilité en fait. Et l'aspect frénétique, justement, entraîne une difficulté dans la lisibilité. Et tout à l'heure, quand je faisais une remarque sur même les smokes, même les fumigènes, pardon, qui ont une lisibilité extrêmement claire de ce qu'elles peuvent faire, ça c'est vraiment l'enseignement de Riot. LoL a bénéficié justement de la clarté des effets, la clarté des pouvoirs, etc. pour le spectateur aussi. Donc du coup, on n'a pas de doute sur le fait que ça produit ça. Et ça, c'est extrêmement bien pensé parce que ce rapport fonction-forme, quand il est évident pour le joueur, et il l'est aussi pour le spectateur. Donc effectivement, il y a même cette notion qui est venue se rajouter comme un layer supplémentaire par rapport au jeu et par rapport à l'accessibilité e-sport. C'était une des grandes difficultés d'Overwatch, puisque au départ, quand le jeu est sorti, le jeu était très peu lisible, le mode spectateur était un peu imbitable, et une partie des compétitions, les premières compétitions, on voyait pas grand-chose. Beaucoup d'effets en fait, mais ça faisait un espèce de bruit de pixels sans être familier, ce qui fait que effectivement Overwatch au début avait beaucoup de difficultés. Ils se sont rattrapés évidemment quelques mois après. Personnellement, j'ai toujours du mal à comprendre. On m'a dit qu'il faut que tu joues pour mieux comprendre. Après, il y a aussi les commentateurs qui jouent beaucoup. Les commentateurs font un très très gros effet et font en sorte de rendre la chose beaucoup plus lisible. Mais effectivement, le début était un peu compliqué. Là, Valorant, c'est pas le cas. Ils ont déjà pensé le mode spectateur pour que ça soit lisible pour les spectateurs, pour les commentateurs, et du coup pour le grand public, pour qu'ils regardent un match de Valorant, pour que tout de suite on comprenne ce qui se passe. On a bien avancé dans ce débat. On a un dernier intervenant, je pense. Est-ce qu'il est en ligne avec nous?
Il arrive. Il s'appelle Robin Simonet de chez Riot France quand même. Hein. Oui. On est content de l'avoir. Bienvenue Robin, ça va? Ça va très bien et vous? On m'entend bien? Et je n'entends, j'ai aucun At retour du Riot coup. Games, en gros, c'est Yes. quoi le métier que tu fais? Alors du coup, moi, c'est Community Lead. Pour résumer ça, en gros, je fais la passerelle entre la communauté française et Riot Games directement. Donc, ça passe par deux parties principales. La première, c'est déjà de pouvoir retransmettre les feedbacks de la communauté française, donc tous les retours que peuvent avoir les joueurs de nos différentes communautés en France, même dans la francophonie de manière générale, et les transmettre à Riot Games. Et de l'autre côté, c'est de fournir des outils aux joueurs pour que justement, eux, ils puissent s'épanouir au maximum sur nos différents jeux. Et peu importe que ce soit des joueurs très réguliers, des gens qui lancent des parties que de temps en temps, c'est être sûr que tous les joueurs s'y retrouvent au final dans notre écosystème. D'accord. Est-ce qu'on peut cerner un petit peu la différence entre le community lead et le community manager? C'est vraiment très très différent? C'est différent. Je dirais que la différence principale entre les deux, c'est surtout au niveau de la connotation social media. Donc c'est-à-dire que moi, en tant que community lead, je ne gère pas du tout les réseaux sociaux. C'est d'autres personnes au sein justement de Riot Games France qui gèrent ça. Des Mais community pour le managers, coup, donc? c'est pas de mon côté. Ah, pardon? Des community managers donc qui font ce taf-là, C'est c'est ça. ça? C'est ça. Et community lead, du coup, je m'en occupe absolument pas. Mais ça va être plus justement de la stratégie communautaire, savoir comment on va discuter avec nos joueurs sur nos différents jeux, comment on va les accompagner de manière générale, et voilà, tout En simplement. tout cas, on l'a bien senti, Riot est à l'écoute de la communauté. Évidemment, enfin, j'ai envie de dire comme tous les comme tous les gens qui font des jeux avec une communauté. Bien sûr, et c'est capital de toute façon. Si on n'écoute pas les joueurs, on peut pas faire évoluer nos jeux. Et même au sein de Riot, c'est quelque chose qu'on sent directement dès qu'on intègre Riot, même au préalable, quand on fait les entretiens directement, on se rend compte que c'est vraiment le point central, c'est ce qui réunit justement toutes les personnes qui travaillent à Riot. On est tous autour de ça, parce qu'au final, la finalité, peu importe nos décisions, que ce soit au niveau de la communication, du marketing, que ce soit au niveau des skins, etc., la question finale, ce sera toujours de savoir qu'est-ce que les joueurs vont ressentir en fonction de ces modifications-là. Donc, c'est toujours ce qu'on va retrouver à la fin, donc c'est normal que ça reste important pour nous. On a parlé tout à l'heure, alors c'est vrai que finalement cet engagement avec la bêta, du fait de donner des clés, qui a été finalement assez intelligent pour pas qu'il y ait un afflux massif de joueurs. Toi, comment tu as vécu justement de l'intérieur ces premiers retours, en tout cas des joueurs qui testaient le jeu? C'était incroyable déjà. Je pense que c'est le premier mot qui sort forcément parce que, il y avait un engouement, incroyable comme tu as pu le préciser. C'était sportif, on va être honnête. C'était forcément très sportif sur le moment parce que, beaucoup de gens voulaient participer, mais forcément pour nous, c'était une première approche, et il fallait faire attention puisque, on On ne pouvait pas passe d'une donner des clés à logique tout le à monde. un. Oui, voilà, c'était aussi compliqué. On ne pouvait pas aussi techniquement, c'était pas Et forcément là, t'as le les plus meilleurs évident. amis Et du puis monde qui t'appellent en disant ouais, t'aurais pas une petite clé? C'est ça, non? c'est dur, c'est dur. Forcément, on est obligé de dire non à des amis, mais puisqu'on peut pas donner d'avantages comme ça, sinon ce serait beaucoup trop simple. Mais oui, très clairement, on savait très bien que des personnes ne pourraient pas forcément jouer directement, donc c'était de savoir comment on allait pouvoir justement donner ces accès, et surtout comment aussi interagir avec la communauté, puisque la communauté, tout le monde n'a pas eu de clé, et savoir comment on peut justement travailler avec, aider justement les autres joueurs qui n'ont pas accès, pour que malgré tout, ils puissent comprendre un peu mieux Valorant et se situer un petit peu mieux avec ce jeu. J'ai vu cette semaine que Riot a annoncé travailler sur la possibilité d'ajouter un mode entraînement à la demande des joueurs. Alors encore une fois, voilà, ça prouve que vraiment vous êtes à l'écoute. Oui, pour le coup, on a déjà du coup un mode training qui existe pour le coup. On a déjà justement plusieurs modes qui sont arrivés, notamment le mode intensification qui est arrivé dernièrement sur Valorant, qui est un mode de jeu qui est un petit peu plus accessible parce que forcément, vous l'avez répété depuis tout à l'heure, mais notamment toi, tu avais dit que c'était assez compliqué à approcher comme jeu de base, surtout quand on n'a pas l'habitude des FPS. Et donc du coup, justement, on passe par des modes qui peuvent être un petit peu plus simples justement à approcher pour mieux comprendre un petit peu les différentes armes, comment le jeu s'articule de manière générale, et pour que tout le monde y trouve son compte au final. J'ai une dernière question à te poser. C'est vraiment personnel. Je suppose que quand on fait ton métier, ça fait rêver pas mal de personnes de pouvoir travailler chez Riot. Comment je suppose que tu es très envié, non? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que
Ah, forcément, il y a pas mal de gens qui se demandent, qui posent des questions. Il y en a beaucoup qui m'approchent et pour justement me poser des questions et je suis toujours ravi de répondre à ce genre de questions et c'est forcément quelque chose qui donne beaucoup envie. Bah, déjà, puisque le jeu vidéo est une industrie qui fait rêver de base, parce qu'on travaille dans la passion et c'est hyper important pour nous. Mais oui, forcément, il y a pas mal de gens qui justement me posent des questions sur le parcours et cetera, parce qu'il y en a qui essaient de comprendre aussi puisque, bah, travailler dans le jeu vidéo, pour certains, ça semble encore lunaire, alors que pour le coup, c'est quelque chose de C'est vrai. vraiment On a même possible. des talks comme aujourd'hui pour en discuter. Donc forcément, ça peut être nébuleux pour certaines personnes et moi, c'est toujours un plaisir après de pouvoir répondre à ces questions et dire que, bah, non, il y a évidemment des cursus derrière, des projets qu'il faut amener justement et puis après, bah, c'est comme toute entreprise, faut intégrer, il faut travailler à fond, même si ça fait rêver, bien évidemment. Justement, il y a Lucas qui est connecté là, qui vient de nous poser la question, qui aimerait savoir toi comment justement t'es parvenu à ce poste-là. Est-ce que tu avais vraiment fait les études pour? C'est un concours de circonstances. Comment en 2 mots, hein, sans être trop long, mais comment t'es arrivé à ce poste-là? Ouais, je vais pas vous faire le CV directement parce que bon, c'est clairement pas le sujet, mais globalement, oui, j'ai fait une école qui s'appelle du coup l'IM, l'Institut de l'Internet et du Multimédia, qui est situé à La Défense, qui est justement une école qui forme sur pas mal de métiers du numérique. Il y a justement une spécialisation dans le jeu vidéo et je m'étais spécialisé dans la gestion de projet et par la suite, bah, il y avait forcément bah, du coup ce cursus, des projets à côté et puis un bon timing aussi, puisque c'est ce qui fait aussi le fait qu'on est recruté dans diverses entreprises. C'est aussi le Il y a timing toujours qui un joue, petit peu mais de voilà hasard. pour Ouais. résumer. Ouais, très bien. Bon, bah merci Romain. Tu avais quelque chose à ajouter? Tu voulais nous dire quelque chose de plus ou pas? Non, pas de souci, pas grand-chose à ajouter. Merci de m'avoir invité et merci je lis le chat depuis tout à l'heure, il y a pas mal d'engouement autour de Valorant, ça fait plaisir et puis, bah, je vous souhaite, un bon fin de talk et une très bonne journée. Ça marche, merci beaucoup, à bientôt Romain. On est actuellement, et jusqu'au 21 mars, dans le tout premier master de cette saison 2021. Je voulais vous dire, donc ça a commencé hier soir. La Defuse Team, équipe 100% française, a gagné contre G2 eSport, donc ils sont déjà qualifiés. Donc on a en tout cas une équipe française à suivre, 100% française dans cette compétition. C'est bien déjà. C'est en plus une surprise. Team, c'est pas une équipe qui est connue, hein, comme un Vitality ou un LDLCOL par exemple. Très clairement, c'est complètement nouveau. Et on va être derrière eux, du coup. Bah ouais, c'est ça, on va essayer de les encourager. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, parallèlement à ça, en tout cas, enfin, je sais pas s'il y a eu du beau jeu, par contre, ça vous nous le direz, parce que moi, malheureusement, hier soir, on était encore en train de régler des petits problèmes techniques, donc j'ai pas pu regarder tout ça. Et je ne sais pas si voilà, les premiers chiffres d'audience sont bons, mais à mon avis, ils doivent l'être. En tout cas, on l'a dit, parallèlement à cette compétition, donc a commencé aujourd'hui la qualification sud-est pour le tournoi spécial pour les étudiants, dans ce Red Bull Clutch Challenge, c'est ça? Le Red Bull Clutch Challenge, oui, effectivement. Et donc on peut le répéter, la finale aura lieu ici. Effectivement, la finale aura lieu ici, si je ne me trompe pas, le 27 mars, donc samedi 27 mars, et évidemment, comme il y aura une journée porte ouverte, il y a des personnes qui veulent venir juste voir, qui viennent s'inscrire, c'est important, auprès de xp.school, ils nous contactent. Ouais. Et, avec le replay ou dans les commentaires, on rajoutera le lien pour, voilà, pour s'inscrire. on rajoutera le On va lien, faire un truc comme ça. effectivement, mais il faut effectivement s'inscrire, mais vous aurez la possibilité de venir voir les joueurs et la compétition. Très bien, et j'avais un truc à dire à ce propos, je viens complètement de le perdre. Voilà, c'est chose qui arrive, c'est peut-être parce qu'on arrive un petit peu à la fin de tout ça. J'essaie de retrouver, j'ai pas retrouvé. Louis, tu peux m'aider? Qu'est-ce qu'on fait? On va partir. Ah oui, on voulait quand même des cinématiques. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une deuxième qui est sortie au mois de janvier. On va la regarder tout de suite. Très et bien. puis après, on essaiera de conclure. On fait ça? Allez, on y va. Merci. You in position yet? Working on it. What's taking so long? I thought you knew this place. I do. Don't rush me. We don't have time. I'm going in. Do that, and you're gonna get the bullet in your head. Please. Let me show you how the boss does it. Phoenix, don't.
Told you, bruv. Leave it to the boss. Whoa, 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 whoa. What the hell was that for? I told you you'd get shot. Not by you. Well, she shot first. First? So you did shoot me? You really gonna earn the same? Oh, so you're gonna walk away? Okay. I'll see how it is. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi, s'ils sortent un animé, je cours. Enfin, je comprends pas qu'ils le fassent pas déjà, en fait. Hein. Vraiment, ça vaudrait peut-être le coup. Mais encore une fois, j'aimerais connaître le coût de ce genre d'animation. Est-ce que c'est fait en interne? Est-ce qu'ils font appel à un studio extérieur? On sait que, notamment Ubisoft, n'hésite pas à aller chercher des experts du cinéma d'animation pour leur faire leur trailer. Je pense au tout dernier d'Assassin's Creed, qui est incroyable. On critique un peu des fois la violence dans les jeux vidéo, et là c'est d'une violence extrême, mais c'est tellement bien fait que il y a ce côté, a-t-on besoin de cette violence? C'est vachement cool quand même. Voilà. Pour parler de Valorant, pour parler tout simplement des projets de toute façon d'animation qui existent justement de façon transmédia, passerelle entre jeux vidéo et séries d'animation. Il y a énormément, en parallèle en France actuellement, il y a un grand boom de l'animation. Les studios français travaillent, recherchent énormément de gens en 3D, 2D constamment. Il y a des offres qui peuvent aussi des opportunités d'emploi. Exactement. Et parce que justement le JV et l'animation, en France particulièrement, puisque justement il y a des grandes écoles qui permettent de former des techniciens performants. Là actuellement, je pense qu'il y a certaines structures, certaines boîtes de Paris en animation qui bossent sur ces projets depuis fort longtemps, avant même que ça soit communiqué. Bien sûr, ouais. Si vous avez quelques questions d'ailleurs à nous poser sur Twitch, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes, on peut se permettre de vous répondre si vous le souhaitez. Cyril, c'est beau quand même, non, ces animes-là? C'est magnifique. De toute façon, moi j'ai toujours dit que les plus grands spécialistes qui font des cinématiques, donc Riot et Blizzard aussi, ont toujours fait des cinématiques magnifiques, doivent faire pour moi de la film d'animation. Mais je pense qu'il y a un frein à tout cela, c'est que là, vous voyez 2 minutes de cinématique, ça coûte extrêmement cher, juste 2 minutes de cinématique. Alors imaginez 1 heure, 1 heure et demie. Là, on dépasserait presque le milliard de budget. Donc non, effectivement, il faut savoir qu'il y a pratiquement 50% du budget d'un jeu vidéo qui est passé dans la cinématique de promo. Parce que, évidemment, le marketing, tout passe par une cinématique. Pour que ça donne envie de télécharger le jeu et de jouer à ça, c'est ça qui fait tout. Et puis ça fait plaisir aux joueurs, tout simplement. Ça fait plaisir en fait, quoi. Tout à fait. Très bien. Mais voilà. Mais un film d'animation est prévu dans l'univers de Riot. Donc, ça fait partie des projets justement qui ont été annoncés en tant que Valorant. On va être vigilants. On est pratiquement arrivé au terme de cette émission. Louis, question? Pas de question? Alors, je voulais juste... peut-être quand même sur l'événement un petit peu de la semaine concernant Twitch, sur lequel on est en train de diffuser, c'est l'interview de l'ex-président François Hollande. Ça y est, Twitch, on a l'impression, j'ai vu beaucoup de sujets, qu'est-ce que c'est Twitch, qu'est-ce que c'est que ce réseau sur lequel, je trouve ça toujours assez hallucinant que l'ensemble des journalistes, après, je pense qu'ils connaissent ce média, mais on a l'impression que voilà, ça y est, c'est parce qu'un président vient y parler, ça y est, c'est la porte. Je peux vraiment parler pour le coup, parce que déjà, il faut un peu recontextualiser les choses. Twitch a ouvert depuis, depuis 3 ans du contenu hors jeux vidéo, ce qui veut dire bien entendu qu'évidemment on peut du coup faire n'importe quel type de Twitch, faire la musique, que ce soit de la peinture, que ce soit... D'ailleurs on le voit, le côté talk a son audience sur talk, on fait du talk ici, on parle de jeux vidéo, mais on pourrait parler d'autres sujets, et évidemment la politique est arrivée, notamment une émission d'un ami qui s'appelle Jean Massier, qui fait du coup les questions au gouvernement, sa chaîne marche très bien, et j'en suis très content, et puis
puis donc Samuel Etienne, qui est un homme de la télé, qui s'est intéressé au phénomène. Qui s'est intéressé au phénomène en participant aux Events. Alors je crois pas qu'il est parti aux Events, c'était bien après. Du coup, Samuel Etienne qui a découvert via quelqu'un qui est un streamer qui de Twitch, qui a découvert cette magnifique plateforme, je pense, d'ouverture et d'échange entre le chat et le en direct, comme on fait aujourd'hui. Et donc Samuel Etienne étant un journaliste, un homme de la télé, qui a l'habitude d'interviewer des politiques, a pris la décision et le fait d'interroger des personnalités politiques. Donc c'est le cas effectivement avec justement l'ancien président François Hollande. Aujourd'hui, en tout cas, il est allé faire un tour. Il n'a pas participé aux events en tant que participant, mais il est allé voir un petit peu derrière comment ça se passait pour un petit peu apprendre, un petit peu avant de se lancer et de faire d'abord une revue de presse. Il est allé voir un petit peu comment ça fonctionnait pour pouvoir après se lancer. Tout à fait. Après, est-ce que finalement en décidant d'accepter des politiques, puisqu'on sait qu'il y a Castex qui va passer demain et qu'il a proposé à Marine Le Pen aussi de le faire, est-ce que finalement... Comment? Mais pas chez lui. Mais pas chez lui. Mais est-ce que finalement, j'ai l'impression que là, ça plaît un peu moins que la revue de presse. Il y a eu pas mal d'échos cette semaine. Donc, il y a une tornade, une tempête. Il y a un truc quand même à prendre en considération. On a parlé d'Amazon, Twitch appartient à Amazon. Oui. Amazon, c'était une librairie de quartier il y a très longtemps. C'est devenu ce qu'on perçoit d'aujourd'hui, c'est-à-dire un site de e-commerce complètement démentiel. Ouais. Ce que vous savez pas, c'est qu'ils gagnent plus d'argent sur le service de cloud computing et pour héberger les infrastructures que faire du e-commerce. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est ce qu'ils ont lancé après. Et là, ils sont en train de développer Twitch comme un média, une nouvelle forme de média. Je vais pas lancer de débat, on n'a pas pris le temps de ça là-dessus, mais voilà. Ils se sont accaparés le retail, la distribution. Derrière, il y a le cloud computing qui est à la base de tout, ce qui fait que cette émission peut exister aujourd'hui, ce qui fait que les jeux peuvent fonctionner aujourd'hui. Et là, maintenant, ce sont les médias, donc en concurrence directe et frontale avec les médias qui peuvent être traditionnels ou moins traditionnels. Donc voilà, ça devient intéressant à observer, et je trouve ça intéressant que vous ayez amené ce sujet-là, parce que je pense que tout le monde devrait rester sensible à ça. Mais ça fera peut-être l'objet d'un prochain talk. Sans doute. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, je vous remercie. C'était une première tentative. Encore une fois, voilà, l'idée c'est d'essayer de parler de jeux vidéo autrement, de manière détendue, avec des gens qui ont chacun leur univers et leur axe pour parler de ce média. Je remercie énormément tous les étudiants qui ont beaucoup transpiré, qui transpirent encore là derrière. On va essayer d'améliorer les choses si on nous permet de faire un prochain talk. Donc voilà, merci Paul, merci Maël, merci Benjamin, merci Louis, merci Thibaut, merci encore tous les autres qui ont collaboré. Et les invités, bien sûr. Et bien sûr, oui, tous les invités qui étaient avec nous. Et puis on espère peut-être se revoir pour un prochain talk. Qui sait. Allez, soyez beaux joueurs et à la prochaine.